Bonjour du coup à toutes et tous et merci d'être présent et de participer à ce webinaire. Je vous propose du coup qu'on commence. Donc on a à peu près 2 heures ensemble. On s'est donné un créneau de 2 heures donc, pour pouvoir échanger sur cet observatoire technico-économique donc, qui est réalisé chaque année par le réseau des CIVAM. Et donc ce webinaire qu'on peut vous proposer donc, dans le cadre de notre contrat d'animation avec l'agence de l'eau Normandie-Seine, qui nous permet d'ailleurs de pouvoir participer aux analyses techniques et économiques pour alimenter cet observatoire. Et donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de vraiment vous porter à connaissance les résultats de cet observatoire sur les Maxime, systèmes. tu étais en train de nous parler, ton micro est coupé, je viens de le voir. Ah, et vous m'entendez? Oui, on C'est pas t'entend ça, malgré donc tu tout. parles. Ah, parce que bon, on a mis qu'un micro, parce que comme on est sur deux ordinateurs, T'entends j'avais pas? Il y a peur que que moi ça. ou pas? Nous, on t'entend. Tu m'entends pas, Alexine? Sinon, les autres, vous m'entendez? Moi, je t'entends. Oui. Oui. Avec Alexine, peut-être. Ah oui. Et Alexine, tu ne m'entends pas? Non. Ah mince. Bon, je vais poursuivre. Et puis, quand je lancerai Thierry sur le mot d'introduction, je regarderai avec Alexine les détails techniques. Mais donc, du coup, donc, cet observatoire, donc, l'objectif, c'est. Ah, c'est bon, super. L'objectif, ça va être de vous présenter concrètement les résultats sur les systèmes bovins laitiers, donc du Grand Ouest, et de vous rentrer un petit peu aussi dans le détail de la conception de cet outil qui est l'Observatoire technico-économique. Tu peux passer, Léo. Donc, juste pour commencer, les petites règles habituelles d'usage de Visio. Donc que tout le monde ait bien son micro fermé. Et pour tout ce qui est questions, vous pouvez poser vos questions dans le chat de ce webinaire. Et puis sinon, on aura un temps d'échange aussi qui est prévu à la fin, donc pour pouvoir poser vos questions directement. Tu peux passer, Léo. Et on va passer à la suite. Donc avec Thierry, si tu veux, tu as la parole donc, pour introduire ce webinaire. Bonjour. Donc, j'espère que tout le monde m'entend. Heureux de vous accueillir pour la présentation de ces résultats technico-économiques. Euh, et la première idée qui m'est venue lorsque je dois présenter cet observatoire, c'est l'idée du paysan chercheur, de l'agriculteur ou de l'agricultrice qui se donne la capacité d'être chercheur sur sa propre exploitation. Et comme toute démarche scientifique, ça démarre par un diagnostic, par un recensement. Et quoi de plus pertinent, de plus facile en tout cas pour des agriculteurs, des agricultrices, de regarder ce qu'ils font, leurs techniques et leurs résultats. C'est les premières données qu'ils ont en tête et c'est les premières données qui leur sont accessibles. Et donc pour moi, cet observatoire, c'est la preuve que des agriculteurs peuvent, avec leurs données, s'engager dans une démarche de recherche. Et j'en suis assez fier et content. Le deuxième, alors ça, c'est le premier défi qui a été relevé par cet observatoire. Le deuxième défi, c'est sans doute de le diffuser. Et on voit que, et j'en ai eu un exemple pour l'avoir diffusé auprès de quelqu'un qui était dans une agence de bassin proche de chez moi et qui est arrivé à une animation avec cet observatoire technico-économique qui faisait la preuve qu'il était possible de faire autrement, qu'il était possible de bien s'en sortir en faisant autrement et sans accompagnement. Et elle a eu du mal à convaincre les collègues de pouvoir s'engager dans une autre démarche. Et pourtant, ce diagnostic fait la preuve qu'il est possible de faire autrement et de tomber sur des équilibres économiques, techniques, vraiment hyper pertinents en 2026. Donc voilà, je me dis que
le réseau des CIVAM normands a relevé un défi, celui de trouver, de chercher des chiffres à partir des données d'exploitation. Le deuxième défi qu'il aura sans doute à relever et qu'il essaye de relever depuis plusieurs années, c'est vraiment de le diffuser et de l'accompagner à la fois auprès d'un public agricole, mais on voit bien que dans des territoires où il y a des enjeux d'eau, où il y a des enjeux de qualité d'alimentation, cet observatoire est un super outil pour discuter avec la profession. Donc voilà, je suis bien content, heureux de pouvoir en débattre, de pouvoir en discuter avec les membres du réseau et d'autres personnes. Je vous remercie et bonne démonstration à ceux qui vont le présenter. Merci Thierry. Je vais du coup passer la parole à Alexine, du coup, si tu veux bien te présenter et puis nous faire peut-être un point sur l'historique un peu de la création de cet outil d'observatoire technico-économique. Ouais. Bon, et désolée pour mon interruption, c'est pas mon Il matériel n'y a pas de habituel. souci, t'inquiète pas. Du coup, Alexine Waltov, donc moi je travaille à Réseau CIVAM. Donc on est la Fédération nationale des CIVAM et du coup je suis en charge de l'Observatoire technico-économique bovin-lait. On va rentrer un peu plus dans sa structure par la suite, mais c'est une de mes missions au-delà des systèmes pâturants de manière générale. Donc, je vais vous présenter un peu un historique de différents indicateurs et ensuite aussi l'historique de l'observatoire et comment il fonctionne aujourd'hui. Euh, Avant, pour reposer du coup un peu des éléments de contexte, on a vu au fur et à mesure du temps différents indicateurs et approches apparaître sur l'évaluation de la performance des fermes, surtout en élevage laitier. Dans les années 60, on était plutôt sur une logique de souveraineté alimentaire. Donc au niveau de la France, donc on est après-guerre et donc on a une PAC qui se met en place dans une logique de chercher à produire plus. Donc les indicateurs qui vont être utilisés pour la productivité, ça va être tout ce qui va être rendement, volume, chiffre d'affaires. On va aussi regarder des analyses plutôt par activité, donc l'indicateur marge brute va être beaucoup mis en avant. Et donc on se rend compte que c'est des indicateurs qui sont avec une vision productiviste où on va chercher une augmentation de la productivité physique du travail. On va rentrer dans une stratégie de volume aussi. On va toujours chercher à produire plus, quels que soient les coûts. Et donc, on va avoir forcément en parallèle une augmentation du machinisme et de l'utilisation de la chimie. Et derrière, ça entraîne aussi ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, la spécialisation des productions et des territoires. Dans les années 70, on passe à une logique encore plus grande qui va être de nourrir le monde. Donc, on n'est plus seulement à l'échelle de la France, mais carrément à nourrir le monde, où en fait, on a cette logique productiviste qui perdure et qui est encore plus développée et mise en place. Dans les années 80-90, on a une logique d'agrandissement qui se met en place et donc derrière, en parallèle, beaucoup d'investissements et d'emprunts au niveau des fermes. On a un indicateur qui se met en place à ce moment-là qui va être le BE et qui va être vu comme une capacité à rembourser et à réemprunter pour la croissance. Et derrière, ça va forcément se distinguer pour nous, en tout cas, d'une notion d'efficacité et de viabilité au niveau des fermes. Et donc derrière, on va avoir une substitution du capital travail et une capitalisation et un endettement des fermes. Dans les années 2000, on a une logique de produire à pas cher qui se met en place, où en fait on observe que le travail devient une charge. Et donc derrière, on a la notion de coût de revient qui apparaît. Et on observe aussi une précarité des travailleurs agricoles. Aujourd'hui, on a en plus une logique au niveau de la technologie et de la génétique où on voit bien qu'aujourd'hui, on va chercher plutôt à augmenter la productivité produite par, non pas seulement au niveau des fermes, mais aussi par animal. On va chercher toujours plus de lait par animal, toujours plus de production par hectare, toujours en lien avec toutes les autres choses qui ont été mises en avant. Et donc, le BE est toujours présent. En parallèle de ça, on a donc l'agriculture durable pour des campagnes vivantes, pardon, donc les CIVAM,
qui existe depuis après les années 60, où derrière, on n'a pas du tout une stratégie valeur ajoutée, mais vraiment une stratégie, pas du tout une stratégie volume, pardon, mais une stratégie valeur ajoutée où on va plutôt chercher à maximiser les produits et les revenus mais en baissant les charges. On a plutôt voilà, une logique d'économie de charges qui va reposer beaucoup sur l'éducation populaire et l'échange entre pairs. Et donc derrière, on va voilà, regarder donc la création de richesse qui passe pour nous par l'indicateur valeur ajoutée. On va regarder la rémunération du travail. Donc on a un indicateur qu'on a créé qui s'appelle le résultat social. Donc je pense que Léo, tu reviendras peut-être un peu dessus après. On va regarder aussi tout ce qui est autonomie des fermes, mais aussi très important, la délocalisation des impacts. Donc on a un indicateur qui s'appelle l'empreinte foncière, qui est un indicateur où en fait on réintègre par exemple tout ce qui est concentré de production acheté à l'extérieur de la ferme, qui peut contenir par exemple du soja. On va réintégrer les hectares qui auront été nécessaires pour produire ce soja à la surface de la ferme. Et là, ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, des fermes pas du tout autonomes, en fait, elles ont besoin de beaucoup d'hectares supplémentaires à l'extérieur de leur ferme, pas toujours en France, plutôt Amérique du Sud sur certains produits. Pour être produit, on va regarder aussi, par exemple, un taux d'engraissement, moins dans l'observatoire, mais c'est un indicateur qu'on a développé, où par exemple, on a aujourd'hui beaucoup de veaux qui sont vendus et qui sont engraissés ailleurs. Donc, ben, mine de rien, c'est aussi une délocalisation d'impact, puisqu'on a des conditions d'engrais qui ne sont pas toujours optimales. On va aussi s'intéresser au sens et au plaisir au travail et la qualité du lien à son travail. On va regarder aussi les impacts environnementaux et notamment une efficacité, par exemple, de la rémunération du travail par rapport aux émissions CO2. Et on va regarder la qualité du travail et la qualité des produits pardon, et leur accessibilité pour les consommateurs. Tu peux passer. Si on vient plus spécifiquement à l'observatoire en reconstituant un peu son historique, autour de 2002-2004, je vais y arriver, pardon, on a eu les premières journées d'échange dans les groupes CIVAM du Grand Ouest. Donc ce sont des groupes du RAD, donc à l'époque Réseau Agriculture Durable, donc le RAD qui a fusionné avec d'autres structures pour devenir Réseau CIVAM. Et donc, c'est des groupes du Grand Ouest qui ont commencé à faire chacun de leur côté finalement leur grille d'analyse tech éco, à se poser les mêmes questions. Et donc, le RAD à l'époque a lancé une coordination pour créer collectivement un outil commun. Et donc, ça a permis d'aboutir à des règles communes, à une vision commune. Qu'est-ce qu'on ne compte pas. Et donc, c'est un sujet qui est rapidement devenu politique, puisqu'on l'a vu juste avant, chaque indicateur et politique. Et donc, c'est un travail qui a été accompagné par un enseignant-chercheur à Rennes et également un comptable. Ensuite, attends, on revient. En 2005, il y a eu une première étude qui a consisté en une compilation de données des groupes, encore approximative parce qu'on est au tout début du travail, mais ça a quand même permis au moins de créer des références pour les agriculteurs qui suivaient le sujet et d'autres pour se situer les uns par rapport aux autres, se situer aussi par rapport à la ferme laitière française moyenne. Et pour les animateurs et animatrices, accompagner ces fermes-là et aussi derrière forcément pour nourrir du plaidoyer politique. Et il y avait eu à ce moment-là aussi tout un travail qui s'est tenu en parallèle sur les MAE. Jusqu'en 2014, il y a eu un peu une pause et des changements de salariés au niveau du RAD. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, mon collègue Romain Dielot est arrivé. Donc c'est lui avant moi qui gérait l'observatoire. Donc quand il est arrivé, il a refait un tour des groupes pour remobiliser, re-questionner les attentes et les besoins. Il y a eu la mise en place d'un copil, un comité de pilotage avec des animateurs, animatrices et des éleveurs et éleveuses du RAD à ce moment-là. Et puis un travail de 2 ans pour réussir à reposer la méthode, les objectifs, indicateurs, améliorer l'outil de saisie, qui est du coup un outil Excel qui continue d'être amélioré encore aujourd'hui. Et au niveau de l'historique, voilà, les premiers livrables qu'on peut encore retrouver dans nos bureaux datent à peu près de 2014-2015. Voilà. Et donc aujourd'hui, au niveau du fonctionnement, donc le COPIL existe, voilà, on l'a vu depuis une vingtaine d'années, même si ça fait vraiment 10 ans qu'on a vraiment des résultats consolidés.
Il y a 10 groupes CIVAM du coup du Grand Ouest, donc sur la Bretagne, Normandie et les Pays de la Loire qui participent à ce projet-là. Globalement, c'est plus de 200 comptabilités par an qui, moi, me sont envoyées pour l'analyse. Donc, ça veut dire 200 Excel, plus de 200 Excel qui sont saisis par les animateurs et animatrices des groupes, dans l'objectif de produire un livrable par an, donc dans lequel on compare les systèmes en agriculture durable au réseau d'information comptable agricole, donc qui est une source du ministère, et qui a pour objectif de vraiment représenter la ferme laitière moyenne. Donc le but, c'est comparer nos systèmes durables à la ferme laitière majoritaire pour pouvoir se donner une idée et montrer quelles sont les différences et les avantages de nos systèmes. Et donc c'est un projet qui fonctionne avec un copil d'éleveurs et éleveuses et d'animateurs et animatrices qui se réunit 2 fois par an en présentiel et qui fait depuis cette année des visios en plus en parallèle pour justement travailler un peu plus le livrable, etc. Et donc, il y a un livrable long qui fait une vingtaine de pages. Et l'année dernière, on a essayé aussi de lancer un livrable en 4 pages, un peu plus simplifié à destination d'un public un peu plus, on va dire, non averti et surtout scolaire aussi, pour simplifier la lecture et qu'on puisse transmettre rapidement nos messages aux futurs agriculteurs et agricultrices. Voilà. Merci beaucoup, Alexine. Ce que je vous propose maintenant, c'est que on rentre en détail dans les résultats de l'Observatoire technico-économique. Et donc, c'est mon collègue Léo Toutain donc, qui va se présenter et qui va faire euh, ce retour sur l'Observatoire. Merci Maxime. Bonjour à tous et à toutes. Donc pour le coup, pour me présenter, donc Léo Toutain, je suis animateur donc au sein du réseau des CIVAM normands et, euh, et c'est moi qui me charge avec plaisir évidemment, de participer au COPIL, d'analyser les différentes grilles, du moins au niveau CIVAM normand. On en fait à peu près, donc au niveau de la Normandie en général, on en fait, là on a les chiffres de 2025, on en a fait 28 en 2025, dont 8 en monotraite. Et donc, je participe aussi avec un agriculteur, Martin, aux 2 copiles de l'Observatoire qui ont lieu chaque année. Et il faut savoir aussi, évidemment, que nous, pour participer à ces copiles-là et analyser ces grilles-là, on a un contrat, que ce soit au CIVAM Normand ou au CIVAM Allouville, avec l'agence de l'Océan Normandie qui nous permet justement d'analyser ces grilles-là, de les compiler, puisque ces grilles, il faut savoir qu'entre les échanges avec les agris, l'analyse, le remplissage de la grille et l'analyse de celle-ci, ainsi que le retour d'Alexine qu'on peut avoir derrière pour les éventuelles corrections à réaliser. Ça prend entre une grosse journée, une journée et demie, donc entre 12 heures. Donc c'est quand même un travail important. Et donc c'est par ce contrat avec l'agence de l'Océan Normandie qu'on peut justement analyser ces grilles-là, faire des retours aux agris et alimenter justement cet observatoire technico-économique qui nous permet évidemment de valoriser les références locales qu'on peut avoir et d'accompagner au mieux les transitions agricoles en montrant et en prouvant que le système herbagé autonome et économe, ça fonctionne. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir par la suite. Donc voilà pour ça. Donc comme l'a brièvement dit Alexine, enfin l'a bien expliqué Alexine tout de suite, juste pour refaire un petit récapitulatif, on s'aperçoit quand même depuis une grosse dizaine d'années, et même un petit peu avant, comme on l'a vu tout à l'heure, mais on a une libéralisation des marchés, enfin, notamment avec la mise en place des aides découplées. Et on a 2 stratégies qui se sont identifiées. On a une stratégie volume qui va chercher à produire plus par vache, par unité de surface, quitte à consommer beaucoup d'intrants, du moins en consommer beaucoup plus qu'une autre stratégie qu'on va appeler la stratégie valeur ajoutée, qui va elle, être basée sur la réduction des charges opérationnelles et voire même plus généralement structurelles aussi, et jouer sur l'autonomie alimentaire au maximum. Et donc par là, on entend quoi, nous bossons sur les bovins laits, on entend une valorisation des fourrages. Et ce qui se passe par là, c'est que l'idée, c'est évidemment de valoriser au maximum le pâturage, au plus le pâturage, pour que justement ces charges opérationnelles soient les plus minces possibles, et jouer sur la valeur ajoutée, non pas sur la stratégie volume qui va chercher à produire au maximum. Mais nous, en tant que réseau AD, c'est de justement chercher à produire au maximum, mais en diminuant en priorité les charges au maximum, même si qu'on soit en stratégie volume ou en stratégie valeur ajoutée, les objectifs peuvent être les mêmes puisque c'est évidemment dégager un revenu correct
des conditions de travail qui sont acceptables, et évidemment une pérennité de la ferme aussi dans le temps. Donc voilà pour la brève explication de ces deux stratégies-là, et qui vont permettre justement d'analyser ensuite les résultats. Pour ce qui est de la méthodo, donc pour expliquer un petit peu l'Obs, on peut revenir sur le contexte aussi. Là, on est sur l'année comptable 2023, alors que l'Obs est sorti en septembre 2025. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, les centres comptables mettent une bonne année pour sortir les chiffres des fermes en question. Et ensuite, nous, entre les animateurs, animatrices qui réalisent les grilles, qui les analysent, et ensuite le fait que se tiennent les deux copiles et qu'on analyse les résultats de toutes ces fermes-là, il faut donc 2 ans, hein, 2 ans entre l'année en question et la sortie du livrable. Donc nous, on va étudier ici, là, on étudie ici l'année comptable 2023. Donc pour revenir un petit peu sur le contexte, en 2023, on a eu un printemps un petit peu difficile. Le début de printemps, il a été marqué par des conditions assez froides et quand même relativement peu poussantes. On a eu même une absence de pluie en février. Ça fait un petit peu lourd pour s'en rappeler, c'est pour ça que je mets le contexte. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'en 2022, on avait un contexte qui était très sec. Il y avait une grosse sécheresse en 2022. Et donc, de nombreux éleveurs et éleveuses avaient dû acheter du fourrage, tout simplement, cette année-là, et donc avaient liquidé leur stock aussi. Heureusement, donc, on a eu la fin du printemps en 2023 qui était plutôt bonne, qui a été favorable à la pousse de l'herbe, heureusement, et donc a permis de reconstituer des stocks pour les agriculteurs et agricultrices. Et donc, on a eu aussi l'automne après l'été. On a eu l'automne aussi qui a été plutôt bon, même s'il y a eu une complication potentiellement pour les semis d'automne, parce qu'ensuite on a eu pas mal de pluie. En tout cas, le début d'automne était plutôt favorable et la fin d'automne était assez pluvieuse. Donc, que ce soit pâturage de fin d'année ou semis, ça a pu être un petit peu compliqué. Voilà pour un petit peu le contexte pédoclimatique. On a un prix du lait qui a augmenté d'1,7% entre 2023 et 2022. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, il y a une inflation de près de 5%. Donc, si on fait les calculs, 1,7%, ça ne suffit pas malheureusement à combler ces 5% d'inflation. Donc, ça a été un petit peu problématique aussi à ce niveau-là. Et donc, ça a pu illustrer aussi les fluctuations saisonnières du marché. Enfin, influencé par les collectes et les conditions économiques, on a pas mal de choses qui rentrent dedans. Voilà pour un petit peu le contexte de 2023 pour se rappeler ces éléments-là. Ce qui se passe aussi, c'est que donc, comme l'a dit Alexine, les chiffres des fermes AD sont comparés aux chiffres des fermes du réseau d'information comptable agricole, donc, fourni par le ministère de l'Agriculture. Et donc, pour l'année 2023, l'OTEX 45, donc c'est les bovins, il y avait 236 fermes qui représentent évidemment la moyenne des fermes du Grand Ouest pour l'Oreca. Et donc, au niveau CIVAM, on avait 155 fermes avec 27 en non bio et 128 en bio. Voilà pour les caractéristiques. Et donc, ce qu'on appelle ferme agriculture durable, donc les fermes des CIVAM, c'est des fermes spécialisées bovins-lait en l'occurrence, et avec moins de 20% de maïs dans leur SFP. Hmm. Bon, pour faire un petit peu les caractéristiques entre RICA, Adénon Bio et Adébio, par la suite, on va surtout comparer RICA et Adénon Bio, puisque bon, malgré que les prix du lait peuvent être assez similaires, on va quand même valoriser le système herbagé en général et plutôt prendre Adénon Bio, mais les trois sont comparables évidemment. Euh, on s'aperçoit donc, je vais peut-être pas lister tous les chiffres, vous les avez sous les yeux, mais que les fermes Adénon Bio, c'est quand même des fermes de plus petite taille par rapport aux fermes RICA, qui emploient par contre autant de main-d'œuvre, puisqu'en UTH, on est à 2,1 de chaque côté. Des fermes un petit peu plus petites, 21 hectares de moins aussi, mais 170 000 euros de capital aussi en moins. C'est un facteur qui sera important, notamment pour la suite. Avec des troupeaux plus petits, donc là, en l'occurrence, 36 UGB. Mais en parallèle, c'est des fermes où la surface herbagère elle est plus importante, avec 14 hectares en plus pour les fermes AD non bio au niveau maïs. Il y a aussi moins de culture de vente, donc c'est aussi par rapport à cet assurement-là qu'on s'aperçoit donc les deux différentes stratégies qu'on a pu voir en amont de valeur ajoutée et de volume. Donc là, l'idée, c'est de produire un maximum d'un côté, sans forcément regarder les charges derrière. Et donc, par contre, on va valoriser au maximum les fourrages, l'herbe et notamment le pâturage au niveau d'AD non bio. Bon voilà, pour ce qui est de la production laitière, il y a une différence d'à peu près 200 millilitres entre le RICA et l'AD non bio au niveau de la ferme.
et à peu près 2500 litres au niveau des vaches, de la production par vache. Voilà pour ça. Si on rentre un petit peu plus dans les chiffres désormais, donc on est inclus en haut à droite donc les prix du lait au millilitre en 2023. Donc comme on le voit, on a une petite différence assez légère entre Rika et Adenon Bio. Ça s'explique notamment parce que en Normandie, on a des fermes qui sont en AOP, donc ce qui peut expliquer une petite différence aussi entre ces prix du lait-là. Donc si on rentre un petit peu plus dans les chiffres, on va commencer par le produit d'activité par UTH. On s'aperçoit les fermes AD non bio, elles dégagent, hein. En effet, on le voit moins de produits par UTH, alors que le prix du lait entre Rika et ferme AD, comme on l'a vu, est quand même assez proche. Évidemment, cette différence, elle vient d'où? Comme on l'a vu en amont, elle vient du fait que les fermes AD non bio produisent moins de lait que les fermes Rika. Euh, voilà pour ça. Si on, comme on le voit là, donc 200 millilitres en moins. Si on prend la suite, c'est-à-dire au niveau valeur ajoutée, on voit que là, la différence, elle commence à fondre un petit peu, hein, puisque quand on commence à enlever les charges de biens et de services, charges d'alimentation, mécanisation, enfin voilà, toutes ces choses-là, on remarque pour le coup que l'écart se rétrécit d'une façon assez importante. Et donc, à partir de là, on peut commencer à sortir des petits indicateurs, mais nous, on aime bien valeur ajoutée sur produit, par exemple. C'est-à-dire quel pourcentage de richesse créé reste sur la ferme, en l'occurrence. Et donc, si on fait les petits calculs, ça veut dire que pour 100 euros de produit, les fermes Rika, elles ressortent 32% de richesse, donc valeur ajoutée, contre 44% pour les fermes AD. Donc, on commence un petit peu à voir les différences de ce point de vue-là. Et donc, si ensuite on continue avec le résultat courant, euh, on s'aperçoit que là, même si les fermes CIVAM de base, elles ont moins de produits d'activité, elles ont aussi un petit peu moins de valeur ajoutée pour le coup en termes de chiffrable. Elles sont économes et autonomes jusqu'au bout. Et comme elles basent leur fonctionnement sur l'environnement, tout simplement, l'agroécologie et toutes ces choses-là, cela vient compenser le produit qui est plus faible. Et donc, comme on le voit au final, le résultat courant par UTH, par UTHF s'avère 26% supérieur. Donc là, on a une différence d'à peu près 8 000 euros pour les chiffres 2023 entre la ferme Rika et la ferme Sivam. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très, très intéressantes à mettre en avant, puisque pour le coup, ça peut aller à l'encontre de certains discours qu'on peut entendre, mais en l'occurrence, les chiffres sont là et c'est super intéressant de les voir. Donc voilà, 8 000 euros. De base, on a à peu près 55 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros, même de moins en produits d'activité. Mais au final, ce qui se retrouve donc en résultat courant, c'est plus 8 000 euros. Donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Si on creuse un petit peu, encore une fois, plus profondément, on peut étudier le coût alimentaire. Ce qui se passe, pardon, la petite présentation que je fais ici, c'est que j'ai pris quelques éléments que je vais expliquer ici, mais le livrable fait 28 pages, donc il est assez développé, donc il ne faudra pas hésiter à aller le creuser en détail de votre côté. Donc pour revenir au coût alimentaire au 1000 litres, donc on voyait tout à l'heure que les fermes Rika elles produisent quasiment 200 millilitres de lait en plus. Mais ce qui se passe, c'est que le coût alimentaire est quand même très très différent entre Adenon Bio et la ferme Rika, puisqu'on peut même s'apercevoir que rien qu'en rien qu'en coût alimentaire, rien qu'en achat de concentré, on a 118 euros au millilitre pour les Rika, plus que tout le coût alimentaire des fermes AD. Donc c'est quand même un chiffre qui pose question. Euh, et donc, ce qui veut dire évidemment que, certes, d'un côté, on a beaucoup plus de production laitière, mais aussi cette production laitière coûte beaucoup plus cher à produire. Donc, on s'est amusé à faire un petit calcul, mais si les fermes Ricard, donc, comme on l'a vu, elles produisent à peu près 200 millilitres de lait en plus, et il leur faut vendre plus de la moitié rien que pour acheter le surplus d'aliments qui vient de l'extérieur de la ferme. Donc voilà, et puis ce qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que évidemment, c'est plutôt une stratégie maïs qu'on peut avoir au niveau RICA, donc ce maïs, il faut l'équilibrer. Donc, pour ça, il y a des achats de soja ou de colza. C'est la petite astérix qu'on voit en bas. Mais c'est ce qui, justement, c'est ce qui cause le coût alimentaire très, très élevé du côté du Rica, à près de 200 euros par 1000 litres. Voilà, là, si on prend un petit peu de recul au niveau annuel, le revenu plus élevé des fermes du Rica en 2022, comme on l'a dit, c'est stratégie volume qui joue par rapport surtout à la hausse des prix. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ces prix-là, ils sont à risque, puisque en cas de baisse du prix du lait,
On voit que la stratégie, justement, volume, elle y est très sensible à cette baisse de prix-là. Bon, un titre d'exemple, si on creuse un petit peu, par exemple, si on prend 2014-2016, le prix du lait, ben, on voit qu'il a baissé de 65 euros par 1000 litres et ça a entraîné une chute de 50% du résultat courant pour les fabricants, donc ce qui est assez important, de 16 500 à 8 000 euros à peu près. Et si on compare un petit peu avec les fermes du réseau agriculture durable, ben, c'est 22%, un peu plus de 20% de diminution, avec un résultat qui passe de 31 000 à 24 000, 25 000 euros. Donc, on voit que ben, les fermes du réseau, elles sont plus stables, on peut dire ça comme ça, elles ont une meilleure stabilité économique à long terme. Euh, et bien voilà, donc c'est intéressant aussi de voir, certes, annuellement, mais aussi de voir ces chiffres-là, ces résultats-là au niveau bisannuel et voir là même, on a un recul de 10 ans. D'où l'intérêt aussi de cet observatoire-là, c'est qu'on peut vraiment analyser tous ces résultats-là à échelle d'une dizaine d'années. Et c'est vraiment important de voir cette différence justement entre les résultats de la ferme RICA et les résultats de la ferme agriculture durable. Euh, voilà pour ça. Donc, si on continue un petit peu dans les chiffres, bon, j'essaie de faire assez succinct, mais en même temps d'être assez explicatif. Si on continue un petit peu dans les chiffres, là, on va plutôt comparer 2022 avec 2023 en l'occurrence. Donc, on a les quantités de lait produites, on a les charges courantes, les produits courants et les résultats courants par UTHF. La baisse de résultats courants, ben, entre les deux années, entre 2022 et 2023, c'est moins 15 000 euros par UTHF au niveau des stratégies économes autonomes, donc au niveau de la ferme AD. Et c'est plutôt 25 000 euros par UTH pour la Mineриca. Donc là aussi, encore une fois, on voit la différence entre 2022 et 2023 en fonction des différentes fermes. Pour info, ben, il y avait quand même 2,3% d'inflation hein, sur les concentrés entre 2022 et 2023, donc ce qui est aussi une des causes des différences de résultats. Euh, Plus 2% de litrage produit supplémentaire au niveau RICA, mais par contre, on a 48% de chute de résultats courants, donc sous-entendu que ben, c'est pas forcément le volume qui fait le revenu, mais c'est aussi les prix, évidemment, les prix du lait et la contraction des charges, ben, en l'occurrence par le pâturage et par l'herbe pour les fermes AD. Euh, ça peut nous montrer aussi, nous illustrer que ben, le RICA, c'est plutôt des visions court-termistes, voire ultra court-termistes même, puisque là, c'est à l'échelle d'une année. On n'a pas forcément de stratégie long terme, on le verra encore aussi derrière au niveau du capital, mais il n'y a pas forcément de stratégie de faire des économies, c'est vraiment produire en fonction aussi du marché actuel du lait. Et donc, ça peut s'expliquer par les chiffres, comme on le voit ici. Mais bon, l'agriculture, c'est quand même assez cyclique, hein. On sait qu'il y a des bonnes années, des mauvaises, et on pourrait se dire que les bonnes devraient plutôt servir à mettre de côté hein, pour se préparer, mais bon, c'est pas le même raisonnement pour tout le monde comme on peut le voir. Et ça peut plutôt parfois servir à investir, acheter des tracteurs et du matériel, mais voilà. Euh, alors qu'on pourrait se dire aussi, évidemment, ben, si on produit plus une année, on fait un bon résultat, ben, on peut par exemple passer en monotraite ou quoi, mais voilà, c'est dit un petit peu ironiquement, mais dans l'optique de diminuer le temps de travail, par exemple, on pourrait se dire, bon, comme on a un produit qui est quand même plus important, est-ce qu'on ne mettrait pas plutôt en avant le facteur social, la réduction du temps de travail ou autre? Euh, et on aura un petit point après sur la monotraite. Voilà pour ces différences-là. Et donc, je parlais du capital pour le coup, puisque pourquoi? Eh ben, on a aussi là un recul de 10 ans entre les annuités hors foncier sur BE, plutôt le graphique en bas, et l'évolution du capital d'exploitation avec le graphique du dessus. Et tous ces graphiques ont été rapportés à euro constant. Donc voilà, plus de 130 000 euros hein, entre le capital pour les fermes RICA entre 2021 entre 2021 et 2000, enfin depuis le début, pardon, depuis 2013 jusqu'à 2023. Donc 230 000 euros en 10 ans, c'est quand même assez important puisque ça fait 141%, hein. Même on le voit en 2015, en annuité sur B, on était à 141% par exemple. Donc c'est assez important. Et même maintenant, hein, en 2023, bon, les chiffres sont assez petits et je m'en excuse, mais c'était pour pouvoir tout mettre sur la diapo. On est quand même à 83%, donc d'annuité sur BE. Donc c'est des choses qui peuvent refléter, ben, c'est une instabilité. Ça peut être une instabilité, hein,
Ça peut refléter aussi une forte exposition aux aléas économiques, une dépendance aux investissements lourds, comme on l'a vu en amont. Et donc, à l'inverse, si on compare un petit peu aux fermes du réseau AD, bah, la pression financière, elle est quand même relativement plus stable. Ça se voit tout simplement dans les courbes, hein. Euh, c'est un ratio moyen de 52% contre en moyenne 80% pour l'Orica. Donc là, on a quand même 30 points de différence entre les deux. Et ça peut montrer, ça résulte encore une fois de cette stratégie volume ou cette stratégie valeur ajoutée, puisque ça ne se résout pas que sur l'année en question, mais aussi sur le long terme avec les différents investissements qui peuvent être faits. Et on va avoir des fermes pour le réseau AD qui vont plus être dans l'optique de rémunérer le travail avec le résultat social. Et puis d'un autre côté, on va plutôt être sur la capitalisation par l'achat et par l'investissement à long terme au niveau du matériel. Donc voilà les deux petites différences, mais qui sont assez marquantes quand même entre ces systèmes-là. Donc voilà, on a encore un petit illustratif ici. Donc si on prend pour 500 000 euros de capital investi, donc en soi actuellement c'est proche du capital moyen des fermes AD non bio. Et ben en l'occurrence les fermes AD non bio, ben, c'est quand même 30 000 euros de plus dégage 30 000 euros de plus pardon que la moyenne du RICA pour rémunérer les actifs. Donc tout à l'heure Alexine parlait du résultat social, on a une petite définition en bas, hein, c'est le résultat courant auquel on va ajouter bah, tout ce qui est dû à la main-d'œuvre en termes de charges, donc tout ce qui va rémunérer du travail, donc direct ou différé évidemment, et aussi les fonds propres, donc le travail associé, donc prélèvement plus MSA, le travail salarié évidemment aussi, hein, salaire plus cotisation sociale, et puis les capitaux propres pour réduire l'endettement. Et donc ce résultat social-là, il permet justement de savoir ben, combien on dégage la ferme pour payer ceux qui bossent, ceux et celles qui bossent sur cette ferme-là. Euh, Parce qu'évidemment, c'est aussi important de se dire que l'investissement en matériel, il peut être utile hein, pour améliorer justement les conditions sociales et de travail. Mais, euh, mais bon, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, qui sont très importants et qu'on pourrait aussi définir comme étant, enfin, pour en tout cas les investissements qui sont plutôt au niveau RICA, donc au niveau des investissements lourds, qu'on peut appeler lourds, c'est plutôt des investissements qui vont être fiscaux. L'idée, c'est d'engager évidemment d'engager principalement bah, pour réduire l'imposition, hein, on va pas se mentir, qui vont pas contribuer directement à la rémunération du travail en tant que tel. Et, euh, et c'est assez important aussi pour le long terme, puisque bah, derrière, déjà ça fait plusieurs décennies, hein, on peut dire ça, que les politiques fiscales les encouragent à ce genre de choses. Euh, et ça a contribué à miser bah, sur le revenu capitalisé, tout simplement, au détriment du résultat du revenu social. Ce qui peut avoir, on pourra rediscuter à la fin hein, de ça, il n'y a pas de souci s'il y a des questions. Mais on peut avoir un petit exemple. On a sorti l'exemple, si on remplace toutes les fermes laitières du Grand Ouest par des fermes CIVAM, ben, c'est aussi plus de personnes qui bossent dans nos campagnes et qui travaillent dans les fermes. 20% de plus, c'est 6244 pour être précis, mais c'est aussi important de se dire que voilà, si on valorise l'investissement productif et donc social, bah, ça permet aussi derrière de faire vivre les campagnes et de faire de la transmission, puisque les fermes qui ont un capital important sont aussi la plupart du temps très difficiles à transmettre. Et donc, et aussi je l'ai pas abordé, pardon, mais si on compare un petit peu, donc là en l'occurrence on a les données 2023, les aides par rapport au résultat social, c'est-à-dire ben, quel pourcentage d'aides publiques permettent de rémunérer le travail. Et on s'aperçoit qu'au niveau RECA, c'est presque 100%. Donc on pourrait se dire, bon, ironiquement, est-ce que ces personnes-là sont pas fonctionnaires, par exemple, mais on s'aperçoit ben, on est à près de 100% d'aide sur le résultat social, contrairement à 50% pour les AD non bio. Donc on la voit aussi un petit peu la différence et elle est importante à mettre en avant. Euh, voilà pour ça. Donc les fermes, elles coûtent très cher, peuvent être fragilisées. Et puis, bah, comme je le disais à l'instant, qu'est-ce qui va advenir de la reprise derrière, puisque déjà, quelle est la retraite pour les agris? Mais surtout, quelle reprise on va pouvoir avoir, puisque des fermes qui sont capitalisées à plusieurs centaines enfin, même plusieurs millions d'euros, c'est aussi des fermes qui sont très difficiles à reprendre pour des nouveaux et nouvelles installés. Et donc, ça aussi, ça peut être une des causes de la diminution des personnes qui travaillent dans l'agriculture dans nos campagnes. Bon,
On a abordé un peu l'aspect économique, mais c'est aussi important de mettre en avant l'aspect environnemental, puisque déjà on voit d'une façon très intéressante qu'au niveau social et au niveau économique, les fermes du réseau agriculture durable, elles sont très très valorisantes, à comparer avec l'Eureka du moins plus. Et donc on peut aussi prendre l'aspect environnemental, hein. On a des petits chiffres, là encore une fois, c'est bien détaillé dans l'observatoire, faudra pas hésiter à aller jeter un œil dedans. J'ai sorti là juste quelques petits graphes qui sont intéressants. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que dans le RICA, dans les données RICA, on n'a pas de données environnementales. Donc ce qui s'est passé, c'est que pour les comparatifs dans l'observatoire, on a pris, donc c'est toutes les fermes CIVA, mais on en a certaines qui sont, comme on l'a vu au tout début, si vous vous souvenez, la définition, c'est moins de 20% de maïs dans la SFP. On en a aussi des grilles d'analyser qui sont des fermes à plus de 20% de maïs dans la SFP. Donc l'idée, ça peut être de les comparer justement d'un point de vue environnemental. Donc là, on en a 38 en l'occurrence au-dessus de 20% et 155 en dessous. De comparer justement ces 155 avec ces 38 qui pourraient se rapprocher le plus possible des fermes RICA. Euh, voilà pour les échantillons environnementaux, c'est ces calculs-là qui ont été faits, c'est ces comparaisons-là qui ont été faites. Euh, donc voilà, on le voit donc avec le graphique, le bilan azoté apparent, ben, il est favorable hein, au système herbagé, encore une fois, puisque bah, il y a moins d'engrais azotés dépendus, de concentrés riches en protéines et de la génération des prairies de longue durée. Bon, en plus, c'est riche d'une flore qui est quand même relativement variée. Ça intègre beaucoup de légumineuses qui sont fixatrices d'azote. Et donc, d'autre part, ben, il y a aussi la présence d'un couvert végétal qui est actif, surtout en période de drainage accru, hein, quand on a des fortes pluies. Et donc, les prairies, ben, encore une fois, c'est un atout majeur hein, pour réguler ces flux d'eau. Et donc, pour limiter toutes les pertes de nitrates qu'on pourrait avoir par lessivage. Euh, donc, voilà pour ces petites données-là. On peut parler aussi, oui, donc là, on parlait juste avant au niveau azote, mais on peut parler aussi au niveau CO2, au niveau carbone. Euh, bon, petite tube aussi pour Mission Perpète, c'est un outil d'animation collective qui a été développé par Réseau Civam sur le vieillissement des prairies. Parce que bah, c'est aussi important de se dire que plus on fait vieillir les prairies, plus elles vont capter du carbone. Ça pérennise ce stockage-là. Donc 38% des émissions, elles sont compensées par le stockage dans les prairies et les haies, puisqu'il faut aussi savoir que les fermes CIVA, mais en général les fermes herbagères, il y a aussi plus de haies autour de ces fermes-là. Donc voilà, donc grâce aux prairies et aux haies, donc les fermes sans maïs dans la SFP, bah, c'est quand même, donc, comme je disais, 38% d'émissions qui sont compensées, contre seulement 15% pour les fermes qui ont plus de 30% de maïs dans la SFP. Donc c'est quand même assez important, c'est plus du simple au double. Donc c'est aussi à prendre en compte dans les différents calculs, dans les différentes analyses qu'on peut faire. Alexine l'a présenté un petit peu en intro, mais c'est aussi bah, tout ce qui est surface, on pourrait dire surface importée. Là, en l'occurrence, on parle d'autonomie surfacique, c'est-à-dire les surfaces extérieures qu'on importe avec l'achat d'aliments, l'achat de concentrés, toutes ces choses-là. Et ben, ça pèse aussi dans les calculs, évidemment. Donc, si on compare un petit peu les différents chiffres, ben, on peut se dire que, certes, d'un côté, on produit beaucoup plus, mais il y a aussi une grande partie de cette production, là, en l'occurrence, c'est-à-dire 32%, qui est externalisée. Donc, c'est quand même énorme puisque c'est un tiers. Donc, voilà, comme le disait Alexine, ce qui se passe, c'est qu'on prend des rendements moyens par hectare et on analyse ces chiffres-là par rapport à la consommation, justement, des différents concentrés. Donc, si on prend un petit peu les chiffres, donc voilà, une ferme sans culture de maïs, donc 0% ou 0,10%, c'est à peu près la même chose. Il faut seulement 3 hectares, on peut dire ça comme ça, extérieur à la ferme pour 100 hectares, contre 37 hectares 32 hectares, pardon, pour ceux et celles qui ont plus de 30% de maïs dans la SFP. Euh, donc voilà pour ça. Donc au-delà du nombre d'hectares supplémentaires nécessaires à la ferme pour produire la totalité du lait, bah, cet indicateur, il amène aussi à réfléchir, hein, tout simplement, sur la localisation de ces surfaces et les pratiques agricoles qui sont associées à ces importations, puisque les différents pays n'ont pas les mêmes conditions de production entre eux. Donc, comme le disait Alexine, bah, la majorité du soja, encore maintenant, bon,
Pour des labels de qualité AOP ou quoi, c'est différent, mais en tout cas, sinon, dans la majorité, c'est du soja qui est importé d'Amérique du Sud. Donc, c'est aussi, ben, évidemment, déforestation, c'est aussi des produits herbicides ou autres qui sont interdits en Europe et en France et qui sont autorisés là-bas. Donc, c'est des émissions d'équivalent CO2 qui sont aussi, elles, délocalisées. Et donc, dans les 32%, ben, il faut aussi s'apercevoir qu'on prend pas en compte les aspects zootechniques hein, de rationnement. Euh, Là, on calcule ici comme si 32% de lait était produit à l'extérieur, mais en réalité, ça pourrait être plus, puisque si demain, ces fermes-là, elles passent 100% autonomes, évidemment, elles produiront encore moins que le total, moins les 32% en question. Hmm. Petite comparaison, encore une fois, on aime bien les indicateurs et les comparaisons. Là, on compare tout à l'heure, on comparait l'économique avec le social. Là, on essaie de comparer l'économique avec l'environnemental. Puisque si on prend le résultat social et qu'on essaie de le comparer à la tonne équivalent CO2 en bilan net, en tout cas, eh ben, on s'aperçoit qu'à partir de la même unité, par exemple, une tonne de CO2 émise, eh ben, on a 2,3 fois moins de résultat social qui est, qui est apporté, enfin, qui est construit, qui est développé sur la ferme, qui est dégagé. Donc, c'est encore une fois, par rapport à l'aspect environnemental, c'est quand même des chiffres qui ils sont assez interrogateurs, qui posent question. Euh, ces chiffres-là, enfin, ces indicateurs-là, ils sont aussi développés pour étudier justement la rémunération hein, du travail donc de la ferme et pas seulement des associés, puisque d'où le fait de parler de résultats sociaux et non pas juste des prélèvements des associés en question. La petite définition de résultat social, j'espère que c'est bon pour vous. On l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, encore une fois, les systèmes herbagers, ils sont plus efficaces hein, pour rémunérer les travailleurs de la ferme avec beaucoup moins de maïs dans la SFP. Ça émet moins de CO2, on l'a vu en amont et on le voit encore maintenant, pour dégager le même revenu. Beaucoup moins de CO2 émis pour dégager le même revenu ou à équivalence de CO2 émis, c'est beaucoup plus de revenus qu'à dégager pour les fermes herbagères. Donc voilà pour ça, il faut pas toujours s'intéresser à la quantité de lait produit, hein, mais aussi à son efficacité de ce lait produit-là, que ce soit comme on l'a vu avant au niveau social, mais que ce soit aussi comme on le voit ici au niveau environnemental. Donc voilà pour faire un petit bilan rapidement de tout ce qui a été vu en amont, et j'espère que c'est relativement clair. Donc les systèmes herbagés, c'est donc plus à pâture, évidemment, moins il y a de charge, moins il y a d'impact au niveau environnemental, et plus il y a de richesse de craie, donc c'est quand même des éléments assez importants. Cela, ça les rend le plus rentables, hein, plus stables, pardon, sur le long terme, puisqu'encore une fois, on peut parler de transmissibilité, d'attractivité dans les campagnes, et les impacts environnementaux, comme on l'a vu un petit peu sur la fin, sont moins importants, donc ce qui les rend efficaces pour produire des bénéfices sociaux, tout simplement. Voilà dans les grandes lignes de tout ce que je pouvais aborder pour expliquer un petit peu cet observatoire-là. On avait un dossier sur la monotraite, mais en l'occurrence, vu le temps, je me dis qu'on n'a peut-être pas le. Je sais pas si on l'aborde ou non, mais on s'était amusé, enfin, pour l'observatoire donc, qui est sorti en 2025 sur les chiffres de 2023. On a encore un petit peu le temps. Bon, allez, c'est parti. Il y a une comparaison de fait aussi au niveau de la monotraite donc là, c'est que des fermes du réseau, hein. Entre les fermes bitraites et les fermes monotraites. Bon, là, évidemment, en termes de statistiques, au niveau monotraite, il y a seulement 21 fermes. Donc, c'est juste évidemment pour faire un comparatif entre les deux. Mais ça peut être intéressant aussi, puisqu'on parle souvent de social, on parle souvent de pression de travail, etc. Et on pourrait se dire, ben, monotraite, pourquoi pas? Est-ce que ce serait pas une solution, ce serait pas une alternative à mettre en place justement pour pallier ce travail-là qui peut être assez contraignant? Qui est le travail de traite, hein, un système Beaumarchais. Donc, on a un petit peu les mêmes formes de graphiques que ceux qu'on a abordés au début, avec bitrate d'un côté, monotraite de l'autre. Donc, il y a des petites différences, moins de capital, à peu près 38-40%, moins de SAU, à peu près 20%, et donc 40% de production laitière totale en moins. Et donc, ça donne à peu près 30% de production laitière par vache en moins aussi. On a un petit peu les taux sont un peu meilleurs, hein. On a à peu près 2 grammes par litre d'augmentation, que ce soit en TB ou en TP, pour les fermes monotraites par rapport aux fermes en bitraite.
Pour ce qui est du maïs dans la SFP, ben, les fermes en monotraite, il y en a 19 qui sont en AB. Et donc, dans les 21, elles sont toutes en tout terme. Donc, c'est aussi évidemment des éléments à prendre en compte. Il y a un contexte derrière et voilà. Voilà pour ça. Si on reprend les petits résultats économiques qu'on a vu en amont, mais là, en comparant bitrate, monotraite, euh, un petit peu moins de produits d'activité par UTH, 17%, un petit peu moins de valeur ajoutée, 15%. Mais à la fin, c'est un résultat courant qui est assez stable entre les deux, hein, on va pas se mentir. 5%, 2500, 2000 euros, c'est assez faible la différence, mais c'est important de se dire que bah, pour le coup, derrière ce qui se passe, c'est qu'il y a une diminution de la production laitière hein, par actif, donc un produit lait qui est évidemment inférieur. Et puis, on pouvait le voir avant, ben, les taux, malgré que ça permette une valorisation du prix du lait, c'est pas ça qui va permettre de combler la différence entre les deux. Mais il y a aussi un produit viande qui est supérieur, donc c'est 11% à peu près en système monotraite pour les grilles qu'on a analysées. Et donc au bilan, bah, c'est un résultat courant qui est légèrement égal, voire légèrement supérieur, donc c'est plutôt intéressant de ce point de vue-là. Et donc pourquoi? Ben, encore une fois, là, c'est stratégie valeur ajoutée dans la stratégie valeur ajoutée. C'est que bah, avec une seule traite par jour, bah, les animaux ils peuvent pâturer plus longtemps et plus loin, donc on diminue encore une fois les charges aussi de ce point de vue-là, que ce soit en fourrage récolté et en quantité de concentré utilisé. On a aussi évidemment une réduction des coûts de mécanisation. On s'aperçoit aussi une production moins intensive, donc on s'aperçoit pardon donc d'une diminution des frais vétérinaires, donc on le voit un petit peu ici, qui sont à peu près de 8 euros par UGB. Le coût alimentaire, donc pour 1000 litres, ça reste assez stable hein, quand même entre les deux, donc entre les comparaisons qu'on peut faire ici, grâce à la réduction d'intrants, puisque bah, évidemment, le coût alimentaire il est au 1000 litres, et d'un côté, donc du côté monotraite, on produit quand même moins de lait, mais on s'aperçoit que le coût alimentaire est assez similaire. C'est pourquoi, bah, c'est encore une fois, grâce à la, c'est permis par la réduction des intrants. On maintient l'efficacité économique. Valeur ajoutée sur PA, là, on est à 53%. Enfin, voilà, coût de méca, on l'a vu, ça diminue. Bon, c'est une petite question qu'on peut se poser, mais est-ce que bah, c'est le fait de maximiser le pâturage qui permet de rester efficace ou est-ce que c'est les fermes qui atteignent déjà cette efficacité qui se permettent de faire de la monotraite? Le fou la poule, bon, ça peut être, c'est évidemment aussi les deux, mais une petite question qui peut être intéressante. Et donc voilà, pardon. Et donc si on compare à l'hectare, par contre, qui peut être un indicateur, encore une fois, intéressant et concret, ben, ça dégage plus de richesse à l'hectare, hein, puisque le résultat courant par hectare il est supérieur de 12%. Donc bon, ça reste à peu près 70 euros d'écart entre les deux. Donc le produit agricole et la valeur ajoutée, ils sont inférieurs, comme on l'a vu avant. Mais le résultat courant par hectare, ben, il est supérieur de 12%. Donc bon, c'est encore une fois une valorisation plus poussée du pâturage, hein, qui permet de tirer pleinement parti bah, des ressources naturelles, tout simplement. Et de maintenir des résultats qui sont quand même relativement solides, hein, à surface équivalente, en tout cas. Voilà, donc, c'était assez rapide, hein, mais c'était un petit outil de comparaison. Mais pour faire un petit bilan de ces infos-là, ben, on a moins de produits laits hein, qui est compensé mais par la qualité du lait et aussi par le produit viande. Moins de production laitière, donc on a moins de besoins pour les animaux derrière. On valorise plus le pâturage. On fait des économies de charges en parallèle. Mais aussi, bah, ça, c'est des choses. Donc, en amont, on en a parlé un petit peu, niveau résultat social ou quoi, hors monotraite, hein, j'entends. On en a parlé un petit peu du temps de travail aussi, mais c'est des choses qu'on n'a pas dans les données RICA, malheureusement. Que nous, au niveau du réseau AD, on essaie de prendre ces données-là, si on le peut. C'est toujours un peu complexe, hein, les notions de temps de travail, tout le monde, et donc évidemment pour les agris aussi. Mais on essaie d'avoir ces infos-là. Et donc, on s'aperçoit là, en l'occurrence que la rémunération horaire d'astreinte, elle est 2 fois plus élevée en monotraite qu'en bitraite, puisque évidemment, il y a moins de temps de travail derrière. Mais par exemple, bah, Martin, qui est présent, pourra nous en parler un petit peu tout de suite, puisqu'il est en monotraite. Euh, donc, un temps de travail, voilà, un temps d'astreinte qui est plus réduit pour aussi davantage de disponibilité, puisque ça peut permettre bah, notre activité professionnelle ou évidemment aussi personnelle. Donc, c'est des infos à prendre en compte. On voit qu'on peut avoir un peu une scission agricole depuis quelques années où d'un côté on a plutôt robot de traite, mais on peut aussi se poser la question de la monotraite en l'occurrence. Puisque robot de traite, bon, c'est un investissement qui est lourd, qui est, qui est pas tellement rétroactif, puisque une fois que c'est installé, c'est un petit peu complexe de faire machine arrière, alors qu'en monotraite, ben,
c'est toujours possible de passer en bitrate derrière, hein, ça, c'est pas un souci. Euh, donc voilà. Et donc, bah, il y a aussi la question de se dire, bon, quand on est en système herbagé, si on produit moins que 3005, 3000 litres par vache en double traite, bah, faut s'embêter à traire deux fois, quoi. Ça peut être une idée, justement, de passer en monotraite. Voilà pour toutes ces infos-là. Voilà, si vous avez des questions, on abordera ça tout à l'heure, je crois, Ouais, après les témoignages de Martin et de Marie. Je crois que Martin doit être dispo, il me semble, si... oui, Martin est arrivé. Ah, Thierry, est-ce que tu veux dire un mot? Ouais, J'ai l'impression. Ouais, je voulais juste dire un mot sur la présentation initiale, sur la stratégie volume ou la stratégie valeur ajoutée. Cette stratégie, elle est plus vieille encore. Enfin, on s'en est aperçu dès les années 80. Enfin, le premier livre d'André Pochon, c'est 82, du champ à la source. Donc, ça date, hein, et pour beaucoup, peu été né. Euh, cette stratégie, elle est valable pas que pour les systèmes laitiers ou bovins, mais elle s'est appliquée à toutes les productions. Euh, et que cette stratégie n'est pas imperméable. On la présente comme deux chemins où ça serait presque deux chemins joignables, mais il y a de la perméabilité entre les deux stratégies encore en 2026, où les uns peuvent passer à l'autre. Et donc, cet observatoire a d'autant plus de valeur qu'il éclaire les passages de l'un à l'autre. Et on s'aperçoit quand même que c'est là où on doit travailler. C'est dans la transition, dans le passage d'une stratégie à l'autre. Et forcément, pour une exploitation agricole, une stratégie, elle est sur le long terme. Et les chiffres présentés sont des chiffres de long terme. D'où l'utilité pour moi encore plus forte de cet observatoire. C'était juste pour les mots d'intro sur l'histoire qui nous amène à observer les chiffres. C'est que cette histoire est très vieille. Cette histoire concerne toutes les productions, mais que dans le futur, il y a de la perméabilité entre les trajectoires des exploitations agricoles. C'était juste ça mon petit commentaire supplémentaire vis-à-vis de la présentation initiale. merci Thierry. Je vous propose qu'on passe au témoignage. Martin, si tu nous entends, eh bien, écoute, tu as la parole pour te présenter ton système. Ok. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Ouais, on Donc, t'entend bien, ouais. super. Donc, je m'appelle Martin Tancré. Je suis éleveur laitier en bio sur la commune de Saint-Henri-la-Chardonne, à côté d'Athis-de-l'Orne. Je suis installé avec ma conjointe Louise, que vous voyez sur l'écran là. On est tous les deux non issus du milieu agricole, originaires du Nord. Et, euh, et voilà, on a fait nos études tous les deux On a fait des études d'ingénieur en agriculture, dans le Nord aussi. On nous a tout enseigné sauf le pâturage, clairement. Euh, on, on a fait le choix de s'installer en 2022, enfin même un peu avant, parce qu'en fait, on voulait produire, on voulait travailler pour nous-mêmes, produire une alimentation saine, respectueuse de l'environnement, respectueuse de nos animaux, enfin, des animaux en général, qui nous permet d'avoir du temps libre, parce que là, on voit vraiment notre activité sur la ferme comme un projet de vie, on va dire, d'avoir du temps libre, de travailler dans des bonnes conditions, et tout ça pour une bonne rémunération. Donc ça, on en discutera après de la rémunération, entre autres, ce qu'on estime une bonne rémunération pour nous. Euh, on est arrivé sur la commune de Saint-Ouen-la-Chardonne et plus précisément sur la ferme où on est actuellement parce qu'on avait des critères très clairs sur le type de ferme qu'on voulait. Nos objectifs ont été écrits il y a assez longtemps sur ce qu'on voulait exactement, quelles étaient nos attentes. Et donc, c'est comme ça qu'on a défini on va dire le cahier des charges de notre ferme idéale. Donc, on a visité plusieurs fermes, et c'est comme ça qu'on est arrivé ici. Et l'un des critères les plus importants pour nous, c'était de nous trouver dans une région où l'herbe pousse, enfin où le climat est favorable à ça, on va dire, et surtout une ferme groupée avec peu d'investissement.
parce qu'en fait, on voulait pas acheter une ferme et du coup et que notre système à venir dépendait de ce qu'on achetait à la ferme, sur notre ferme, quoi. Donc par exemple les bâtiments, enfin on voulait pas avoir un grand bâtiment parce que sinon on aurait dû mettre nos bêtes en bâtiment. Enfin on n'aurait pas dû, mais ça nous aurait incité à mettre nos bêtes en bâtiment, quoi. On voulait vraiment cibler nos investissements sur ce qu'on avait vraiment besoin. Et donc tout ça mis bout à bout, c'est comme ça qu'on est arrivé à mettre en place notre système, un système en village groupé de printemps, avec 100 vaches laitières à la traite, sur une surface de 85 hectares aujourd'hui. On en avait 65 il y a encore un an. Euh, En monotraite toute l'année, pour répondre à la problématique de temps de travail et aussi de bien-être animal, parce qu'on estime que pour nos animaux, c'est mieux d'être en monotraite. Et donc en toute herbe, bien sûr, on a 100% de notre surface est en herbe. Tout est accessible. Donc chaque parcelle est pâturée, enfin tout est géré en pâturage, avec une gestion l'objectif est de réaliser le moins de stock possible, d'où le groupement des vélages au printemps. Donc quand je dis grouper les vélages, j'entends enfin vraiment grouper, quoi. On a 90% de nos vélages sur 3 semaines. On ferme notre salle de traite pendant 3 mois de l'année. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire du lait au printemps avec le plus d'herbe possible et du coup à réduire nos charges, on va dire. Voilà. Et un autre point aussi, on est en plein air intégral. Il n'y a que nos veaux qui sont logés, les veaux qui sont logés de 0 à 1 mois, quoi, on va dire. Voilà pour ça. Euh, En fait, on a un peu poussé, on a fait le choix volontairement de pousser les curseurs un peu à l'extrême, en allant chercher de la monotraite toute l'année, du village très groupé, du 100% herbe, du plein air intégral. Enfin, on a fait le choix pour. En fait, l'idée c'était de bénéficier de chaque avantage de chaque pratique et d'éviter d'avoir des systèmes un peu entre deux où on reste sur, par exemple, du pâturage, mais toujours avec du concentré distribué, donc ça rajoute de la contrainte en plus et des charges. Et ça, c'était vraiment pas le but. Donc voilà. Et notre vision aussi, enfin, enfin, ce qu'on a un peu fait sur la ferme, c'est on est parti des contraintes de notre ferme, qui étaient qu'en fait, quand on est arrivé sur la ferme, on a retiré tout ce qu'il y avait, toutes les clôtures, tous les réseaux d'eau, on a tout retiré. Et en fait, on est reparti vraiment de ce que nous, on voulait. Donc on a tout refait, toutes les clôtures, on a tout refait à neuf, tout le réseau d'eau, on a refait à neuf, on a fait 1,5 km de chemin. Notre salle de traite, c'est pareil, on l'a refaite, on en a refait une d'occasion, vraiment pour que ça nous corresponde et qu'on travaille dans les meilleures conditions possibles. Et donc, nos investissements à l'installation, ça a été la reprise de la ferme qui était assez faible, un cheptel, parce qu'on a acheté tout notre troupeau, donc on est en race kiwi. On a importé notre troupeau du Pays de Galles. On a investi dans une salle de traite et dans de la clôture, en gros. Enfin, clôture, réseau d'eau et chemin. Et en fait, avec ça, ça nous permet de produire du lait avec le moins de charge possible. Enfin, on essaie d'avoir le moins de charge possible. Et aussi, un autre contexte qu'on avait sur la ferme, c'est qu'on était sur sol sablo-limoneux, donc c'est très séchant chez nous, mais très portant. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à se dire, bah, le plein air intégral, chez nous, ça va très bien se faire. Et en effet, ça se passe très bien comme ça. Donc, voilà pour ça. Je réfléchis à ce que je pourrais vous dire d'autre. Aussi, sur la ferme, on est 2,5, enfin, on a 2,5 personnes qui travaillent sur la ferme, donc Louise et moi-même, et on a un salarié à mi-temps. Donc, quand je dis que nous, on travaille sur la ferme avec Louise, en fait, notre temps de travail est de 20 heures par semaine, par personne. Lissé sur l'année, bien sûr, parce que pendant les vélages, on travaille plus. Mais là, dès lors que la reproduction a commencé, donc en ce moment, on travaille de 8 heures à 10 heures tous les deux, et puis voilà, donc ça nous fait une moyenne à peu près de 20 heures par semaine chacun, plus notre salarié à mi-temps. Donc en gros, avec 57 heures par semaine, on arrive à faire tourner notre ferme en prenant le temps, enfin en travaillant bien. Et puis voilà quoi. On
On a aussi une approche sur tout ce qui est... Enfin, déjà, on minimise les stocks sur notre ferme. Et le peu de stocks qu'on fait, en fait, on le fait faire par entrepreneur. Nous, on a un seul tracteur sur notre ferme et c'est tout ce qu'on a. Et on achète du fourrage, surtout en ce moment, parce on a beaucoup de boulot sur la fertilisation de nos sols lié à la gestion de notre ferme, enfin, juste lié à l'historique de notre ferme. Donc, tant qu'on n'a pas rectifié nos sols, on n'arrive pas à avoir un équilibre alimentaire qui est là, quoi. Voilà pour ça. Est-ce que tu veux que j'aborde des sujets précis, Léo, ou... Pour le coup, c'est intéressant parce que tu disais que donc, c'est un système qui était bien défini de base, que vous Mm. étiez un petit peu complètement en accord avec ce que vous vouliez faire. Est-ce qu'au niveau que ce soit au niveau des voisins agriculteurs ou quoi, ou au niveau des banques, il y a eu des petites problématiques particulières ou est-ce que c'était assez fluide, que ce soit par rapport aux investissements au niveau banque ou par rapport au discours que peuvent avoir certains agriculteurs vis-à-vis des systèmes comme cela? Ouais, bah, au niveau de nos voisins, on a tendance à s'entendre un peu bien avec tout le monde. On n'a pas eu de problème avec nos voisins. Bon, on sait que ça parlait clairement quand nos vaches sont arrivées dans le coin. Enfin, c'était des genisses à l'époque. Oui, bah, des petites vaches comme ça, tout le monde. Enfin, bref, on entendait dire que c'était des veaux et tout ça, ou des chèvres. Mais globalement, voilà, ça s'est plutôt bien fait. Aujourd'hui, on a quand même des retours d'agriculteurs du coin qui nous disent bah, on n'a jamais vu d'aussi belles prairies sur cette ferme. Enfin, donc voilà, quoi, ils le reconnaissent aussi que ça a évolué dans le bon sens. Et d'un point de vue des banques, bah, les banques, ça a été assez compliqué, on va dire. Euh, Déjà pour trouver quelqu'un qui voulait bien nous suivre. Donc nous, en fait, on a investi, on en avait pour 550 000 euros euh, pour monter notre ferme, enfin pour reprendre la ferme, acheter notre cheptel, nos clôtures, notre salle de traite. Et enfin, ça, c'est nos investissements, 550 000 euros. Et derrière, en fait, on a eu beaucoup de mal à avoir des financements. On a dû faire quand même 90 000 euros d'apport. Les banques ne voulaient pas aller au-delà de 450 000, grosso modo. Et après, là où on a eu aussi des petites complications, c'était sur la temporalité, enfin sur le déblocage des fonds. En fait, on s'est rendu compte que notre projet n'est pas forcément compris parce que on avait fait le choix de commencer à investir en 2023, à partir de l'automne 2023, pour mettre tout notre parcellaire en place, nos chemins, nos réseaux d'eau et ben, notre salle de traite pour que lors des vélages de 2024, c'était le moment où ça commençait, les premiers vélages en 2024, en janvier 2024, on voulait que tout soit prêt pour nous concentrer après sur les vélages et pas avoir à faire de clôture ou de travaux, quoi que ce soit. Et donc là, en fait, ça a un peu posé problème. On a eu seulement le déblocage des fonds en janvier 2024. Donc on a dû avancer en 60 000 euros en plus, quoi, pour être prêt à temps. Et donc on a que comprendre, enfin, du coup, et pourtant on avait fait une chronologie pour les banques, des montants à débloquer et tout, pour anticiper tout ça, et puis ça s'est pas fait dans le bon sens. Donc voilà, c'était un peu compliqué, jusqu'à encore, ouais, nos bêtes sont arrivées, on n'était même pas sûr d'avoir les fonds pour payer notre fournisseur, quoi. Enfin, Ok. on pensait les avoir en janvier, enfin, on voulait les avoir tout de suite et ils étaient encore en train de vouloir nous les mettre pour janvier, quoi. Donc on pouvait pas payer notre fournisseur plusieurs mois après, quoi. Et là, depuis 2 ans, est-ce que maintenant que ça fait quand même quelques années que vous êtes installé, tu as eu un petit retour des banques pour le coup par rapport à ces choses-là? Est-ce que tu en as discuté avec elles ou pas? Non, on n'a pas discuté. Clairement, nous, les banques, enfin, aujourd'hui, les banques nous disent, bah, allez-y, investissez, investissez, n'hésitez pas si vous avez besoin de nous. Enfin, voilà, c'est une banque, quoi. Mais après, bon, dès la première année, les retours ont été assez. Enfin, on nous a dit, enfin, on a vite eu un coup de fil en nous disant, bah, de ce que je vois, enfin, en gros, on avait pas mal de trésorerie, ça a rentré assez vite, quoi, vu que, bah, on produisait du lait, mais on dépensait peu d'argent. Et puis, Mhm. le constat a été assez rapide de nous dire, ah oui, bah, je vois que ça fonctionne bien, alors qu'on était qu'au printemps de la première année, quoi. Ok. Donc, je ne sais pas s'il y a eu une prise de conscience ou quoi que ça. Après, moi, je n'essaie pas de les convaincre. Enfin, on fait un Non. peu, au moins on en a affaire, au mieux c'est, quoi. Oui, voilà, mais ça peut servir d'exemple aussi pour d'éventuelles futures fermes, futures personnes qui s'installent. Donc c'est Mm. intéressant de ce point de vue-là. Et puis, petite Ouais. dernière question avant qu'on passe la parole à Marie. Donc toi, pour le coup, donc Monotrade, tu dis que vous travaillez en moyenne à peu près avec Louise 20 heures chacun là, par jour. Donc tu as un petit peu de temps, tu as participé au COPIL par exemple là,
de l'Obs. Qu'est-ce que tu penses de justement, du fait de participer à de la valorisation de données comme ça, des systèmes herbagés? Enfin, quel intérêt tu y trouves, toi, que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif? Ouais. Bah, moi, j'y trouve un intérêt. En fait, nous, sur notre ferme, on a toujours eu pour objectif de montrer ce qu'on fait, de recevoir du monde. On reçoit beaucoup de personnes qui veulent s'installer, en fait, et on se rend compte qu'il manque de données. Et nous, les premiers, quand on s'est installé, on n'avait aucune donnée sur ce qu'on voulait faire. Donc, c'est pareil vis-à-vis des banques, pas évident de. Enfin, on met nos chiffres, quoi, mais il n'y a pas vraiment de preuve de ce qu'on fait. Et donc là, en fait, pour moi, l'Obs permet de poser les chiffres, d'avoir une base, au moins une base pour les personnes qui veulent s'installer, une base aussi de discussion bon, face aux banques, et se rendre compte un peu de ce qu'on peut faire en produisant au pâturage, quoi. Ok. Trop chouette. Merci à toi. Est-ce qu'on passe Ouais, la main à Marie? Ouais, vous Si. m'entendez? Très ouais, bien. Oui, donc bonjour, donc moi c'est Marie, donc je suis installée dans le bocage virois sur la ferme familiale, donc je me suis installée il y a 3 ans à Sainte-Marie-le-Mont. Euh, du coup, je fais partie du groupe du bocage virois, donc c'est un groupe CIVAM d'une dizaine d'éleveurs en système herbager. Et je suis aussi administratrice pour le réseau des CIVAM normands. Donc pour reprendre un peu sur mon installation, donc moi je me suis installée, donc je suis issue d'une famille d'agriculteurs. Je me prédestinais pas forcément à reprendre la ferme. C'est par le biais de rencontres, etc., qui ont aussi fait émerger l'idée de reprendre l'exploitation. Donc c'était une exploitation en système assez classique comme on peut trouver dans le bocage. Beaucoup de maïs dans la ration. Donc on est une ferme de 80 hectares. Il y avait 35 hectares de maïs quand je me suis installée. 30 une trentaine d'hectares de prairies permanentes et puis une dizaine d'hectares de céréales qui étaient vendues en totalité. C'était juste pour l'assolement, pour éviter de faire du maïs sur maïs trop longtemps. Et en fait, moi, bah, comme je disais, ma motivation à m'installer, elle a émergé en rencontrant des éleveurs en système herbagé. Donc, l'idée, c'était bah, de mettre en place une transition pour aller vers un système herbagé. Donc, les vaches laitières, elles avaient accès au pâturage à peu près 6 mois dans l'année, quoi, 5-6 mois dans l'année sur la belle saison. Et c'était 15 hectares d'un seul tenant. Elles y avaient accès plus en termes pas de parcours, mais je veux dire, il n'y avait pas de fil avant, fil arrière, etc., quoi. C'était du full grass. Du coup, l'idée, c'était bah, de pouvoir pâturer plus pour être plus autonome, plus économe. Donc, la première année, en fait, le gros du travail, il s'est axé sur ça, sur l'accès au pâturage. Aujourd'hui, on a 30 hectares d'accessibles pour les vaches laitières. On a à peu près 80 vaches laitières. Et on a fait des paddocks d'environ 1 hectare. On traverse une route, ce qui nous permet aussi de gagner 5 hectares supplémentaires. On a groupé nos vélages, donc l'idée c'était de faire plus de lait au printemps. On a à peu près 2 tiers de nos vélages qui se font au printemps et 1 tiers à l'automne. Et aussi d'avoir des animaux plus rustiques parce que moi j'ai repris un troupeau de Primostein. Et donc, on essaie de croiser en 3 voies avec du Jersier et de la Normande ou de la Montbéliarde. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ça, j'ai dit qu'on avait groupé les villages. Donc, en 3 ans, on a amélioré la rentabilité de l'exploitation déjà. À souligner quand même qu'il y a eu une augmentation du prix conventionnel parce que nous, on est encore en conventionnel. Là, on va passer en conversion en 2026. Donc, le prix, il a aussi augmenté. En 2021, il était à 368 € et en 2024 à 474 €. Donc, on a à peu près une augmentation de 110 € en fait sur les 3 ans à titre de comparaison.
Donc en 3 ans, on produit moins de lait. Auparavant, les gars, ils produisaient 530 000 litres de lait. Aujourd'hui, on en produit 470 000 litres de lait, 480. On a un coût alimentaire qui était de 173 euros, qui est passé à 90 euros à peu près. On a une consommation de GNR qui a diminué de 30%, étant donné qu'on a réimplanté pas mal de prairies, qu'on fait beaucoup moins de labour qu'auparavant. On a aussi, on met moins d'engrais, moins de pesticides, on traite plus nos céréales depuis 3 ans. On continue par contre on continuait de traiter nos maïs là, mais on va passer en bio en conversion là. Et donc la marge brute, elle était auparavant de 225 euros des 1000 litres, et aujourd'hui on est passé à quasi 400 euros des 1000 litres quoi. Donc, on a un système qui est plus cohérent sur le plan agroécologique, qui est plus autonome et économe, et aussi qui est plus optimisé parce qu'on a on a réussi à valoriser l'herbe qui auparavant n'était pas forcément valorisée. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on a diminué drastiquement aussi les apports de soja. On a diminué. Auparavant, il y avait 100 tonnes d'achetés par an. Et aujourd'hui, on est passé à un peu moins de 30 tonnes, quoi. Voire cette année, on devrait être à 15 tonnes. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des points Léo, que tu voulais voir en particulier. C'est intéressant, c'est très bien. Merci beaucoup. Pour le coup, ce changement-là, il s'est effectué à peu près sur combien d'années? Parce que donc c'était ton père et donc tes oncles, si je dis pas de bêtises, qui étaient sur la ferme avant que tu t'installes. Tu peux remettre le contexte, hein, si jamais je me trompe. Et donc, déjà, comment ça a été perçu par les personnes qui étaient déjà sur la ferme avant ton installation et aussi pendant? Et en combien de temps ça s'est fait à peu près, tous ces changements-là? Ça s'est fait quand même progressivement, je dirais sur 3 à 4 ans. Déjà, il y a eu un travail qui a commencé avant mon installation. Comment ça a été perçu? Avec le recul, évidemment, il y a eu des phases qui ont été compliquées pour mon père et mon oncle parce que tu bouscules un système qui fonctionnait, parce que économiquement, c'était viable. Il y avait pas de soucis économiques particuliers, quoi. Mais au fur et à mesure, quand tu prouves les choses, que les chiffres sont là et parlent pour toi, automatiquement, ça permet de valider les choix qui ont été faits, quoi. Après, au quotidien, oui, il y a eu quand même pas mal de phases de discussion et parfois de tension parce que tu remets en cause, tu remets en cause une idéologie un peu, des idées qu'ils ont appliquées et des choses qu'ils ont fait pendant des années. Donc, et puis aussi le regard des autres, parce que mine de rien, même si des fois c'est pas de la méchanceté ou quoi, mais t'as quand même un truc dans le milieu agricole où il faut produire, faut produire. Il y a une idée de produire sans calculer ses coûts derrière, quoi. Mais je pense qu'à force justement qu'il y ait des systèmes comme ça, même en conventionnel, ça permet aussi de, de se faire valider par les collègues, quoi. Si jamais tu prouves que justement ton système il est rentable et que même si tu fais moins de litres de lait, tu as un système qui est plus cohérent et où tu peux te dégager du revenu, quoi. Et donc, tu disais que vous alliez passer en bio d'ici peu, donc il y a eu l'installation de ton frère en début d'année. Pour quelle raison, enfin, pourquoi ne pas rester comme ça en conventionnel, mais avec une valeur ajoutée quand même super intéressante? Pour quelle raison passer en bio? Et s'il y en a, évidemment, j'imagine que oui. Ouais. Sur le plan économique, aujourd'hui, au vu du prix du conventionnel, même si là il est en train de baisser, c'était pas forcément sur le plan économique qu'on a décidé de passer en bio. Mais moi, déjà, à la base, je voulais m'installer en bio à mon installation. Et c'était à une période où c'était quand même compliqué. Donc, notre laiterie, ils étaient pas forcément chauds.
Et puis, là, vu qu'il y a eu l'installation de Quentin, ils ont réouvert, enfin, ils ont accepté qu'on puisse passer en bio cette année. Et c'est aussi pour en termes de cohérence, quoi, parce que je me dis que on produit un lait de qualité et aujourd'hui, il n'est pas forcément valorisé en fait par rapport aux collègues et aux collègues conventionnels. Et puis pour aller aussi plus loin dans nos démarches, d'avoir un cahier des charges qui t'impose des choses, ça te permet aussi d'aller plus loin et pas te dire ah bah tiens cette année on va quand même mettre un peu d'engrais pour assurer le coup. En fait là tu as un cahier des charges qui t'impose des choses donc ben tu y vas quoi. Ok, trop intéressant. Et puis, autre petite question, moi, pour le coup, donc, tu t'es installé il y a un petit moment, mais pas si longtemps que ça. Est-ce que, par exemple, la LOPS, donc, qui sort tous les ans, est-ce que ça t'a permis, on en a discuté déjà en journée avec les agris, dont tu fais partie, mais est-ce que ça t'a donné des billes un petit peu pour l'installation? Est-ce que quel intérêt, toi, tu trouves à justement pouvoir lire ce genre de livrable, réaliser ce genre de livrable-là? Ouais. Bah carrément. Enfin moi depuis le début je les ai toujours lus et aussi montrés que ce soit à mon père ou à mon oncle pour justement leur prouver que il y a des chiffres qui sont là qui parlent pour eux et on part pas vers l'inconnu quoi. Il y a des données et et dans le enfin ça assoit un peu ton truc de te dire ben non il n'y a pas de problème, quoi. Il y a des systèmes herbagés. Les systèmes herbagés sont autonomes et, euh, et, sont, euh, et sont viables, quoi. Donc non, je trouve que c'est vraiment intéressant et justement que ça doit être repris massivement parce que les données, elles parlent pour elles. Quand on voit cette année les résultats, enfin, tu peux être en conventionnel, en système herbagé et être plus rentable et les systèmes sont plus rentables. Il y a plus de revenus, en tout cas, dans les fermes, dans ces systèmes-là. Donc, je trouve il faut qu'on en parle plus, quoi. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Bah, Et merci. ce que je vous propose maintenant, c'est d'ouvrir un peu la parole. Et donc, n'hésitez pas à prendre la parole, à poser vos questions ou à réagir sur l'ensemble des informations qui vous ont été présentées. Oui, Thierry. En regardant le descriptif de Martin et de Marie, je m'aperçois que, il y a un chargement qui est quand même relativement fort, enfin, pour l'AD, pour l'agriculture durable. Et la preuve a été faite que l'installation est valide, intéressante. Quelle est votre réflexion aux deux sur le futur? Le futur avec toutes les interrogations qu'on a autour, alors, c'est le beurre sur la tartine, mais du changement climatique. Vous êtes résilient en 2026, vous avez réparé, vous êtes dans la réparation presque sur l'environnement, sur le social et sur la technique. Comment vous voyez votre résilience dans le futur? Je peux commencer. C'est aussi une des raisons pour laquelle on passe en bio, c'est qu'aujourd'hui, on a un chargement qui est assez, enfin, qui est très élevé. Et justement, on est arrivé un peu au bout de ce système un peu de transition. En fait, on se rend compte qu'avec autant du GB à l'hectare, ça peut pas le faire, quoi. Sur des années de sèche, sur des années sèches comme ça, comme l'année dernière, on s'est mis dans le rouge. On a quand même dû acheter du foin, d'acheter de l'enrubannage. Et c'est de se dire, en fait, OK, sur les 2, 3 premières années que j'ai eues, sur les 2 premières années en tout cas, on a eu des belles années avec une pousse de l'herbe qui nous a permis de ne pas acheter ou peu acheter. Et cette année, on n'a pas pu le faire. Donc, l'idée, c'est justement de diminuer et de passer de 80 vaches à 65 vaches laitières pour être autonome et pour ne pas se mettre dans le rouge comme on a pu se mettre dans le rouge cette année, quoi.
Et nous, pour notre part, si Marie, tu as bien terminé, pour notre part, nous, le futur, en fait, on estime, enfin, de un, il faut prendre en compte qu'on a des kiwis, elles font 450 kilos de poids vif, donc UGB, en fait, c'est purement administratif parce que si on regarde, nous, nos vaches, on a déjà refait le calcul, on a repris le calcul des UGB, on serait à 0,7 plutôt. Ah, d'accord. C'est le premier point. Et en fait, deuxième point, après, donc on sait que les années seront de plus en plus sèches. On s'y prépare, enfin, on est prêt. On fait le choix aujourd'hui d'investir beaucoup dans la fertilisation de nos sols pour essayer de les rendre plus résilientes aux périodes de sécheresse. Et on a d'autres leviers qui sont là aussi, avec entre autres, enfin, on fait le choix de véler à partir du 15 janvier. Nous, on fait assez tôt, même très tôt pour certains. Mais en fait, nous, on fait ça justement pour éviter, pour que la reproduction ait lieu au printemps et non en juin, juillet où il peut faire plus chaud. Et après, on a toujours l'optique de réduire nos durées de lactation. Parce qu'en fait, on arrive au 1er juillet, on a 70% de notre production laitière de l'année qui est faite entre le 15 janvier et le 1er juillet. Et après, donc on peut accepter, nous on accepte de produire nettement moins à partir de juillet, de donner de l'herbe sur pied à nos vaches laitières, ça nous pose nettement moins de problèmes. Et donc en fait, on a différents leviers, on va dire. On a d'autres leviers aussi sur sur les prairies qu'on implante. Là, tout ce qu'on implante actuellement, on est sur des espèces bien plus résistantes en été. Et puis voilà. Moi, je pars du principe en fait que le chargement, on a aussi besoin de chargement pour exploiter le potentiel de nos sols, parce que notre but, il est là aussi, c'est c'est comme si nous, on a du terre, on a notre ferme avec une certaine surface, on est là pour aller chercher le potentiel de nos terres, pour produire le plus d'alimentation possible sur nos terres, tout en respectuant notre sol, quoi, et nos animaux. Et du coup, on est plutôt dans l'optique de garder ce chargement. On n'est pas trop dans l'optique de le baisser pour l'instant. Pour vraiment, on a un objectif de rendement sur nos sols. On veut essayer d'y arriver. Et pour ça, il nous faut des bêtes qui pâturent, en fait. Parce que il n'y a rien de plus. Pour sortir de l'herbe, il faut pâturer l'herbe. Donc, ça, c'est notre vision, quoi. Merci du coup pour vos commentaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la présentation ou intervention? Moi, j'ai des tas de questions toujours, hein, mais S'il y a d'autres faut personnes, m'arrêter si n'hésitez j'en pas, pose hein, de prenez pas. trop. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est une super occasion quand même qu'on discute aussi entre nous de l'outil qui a été mis en œuvre. Et moi, je disais que le défi premier, c'était quand même de récolter les données et de les compulser. Le deuxième défi, c'est de les transmettre et de les diffuser. Moi, quand je regarde quelques chiffres, Marie, tu dis 3,5 sur 22 hectares dans votre structure, Marie. 22 hectares, vous gagnez 33 000 euros. Martin dit, moi, on travaille 20 heures. Enfin, c'est des chiffres, tu les mets devant ton chemin et devant ta ferme, c'est presque, je ne dis pas que c'est une petite révolution, mais pas loin. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait que malgré, alors je sais que vous êtes un peu, il y a de l'exemplarité, hein, on est d'accord, mais malgré tout, qu'est-ce qui fait que, et j'en ai eu des exemples, hein, euh, il y a une difficulté à transmettre ces chiffres et à faire que les gens, les personnes, les professionnels, et tous les accompagnateurs, les banques, les gens du CER, les gens des organismes comptables, ne s'en saisissent pas plus. Alors la question, forcément, ouvre un grand débat, mais d'après vous, quel est votre ressenti? Je pense que, enfin, en fait, moi, toutes ces personnes-là, c'est des gens qu'on côtoie pas vraiment, même très peu. Et au moins on les côtoie, au mieux ça nous va. Enfin, moi, c'est notre objectif. Nous, on aime bien être indépendant dans nos décisions. Pour autant, on va chercher du conseil, il n'y a pas de souci, mais que du conseil indépendant.
Et du coup, on côtoie très peu, en fait, ces gens-là, le CER, les centres comptables, de toute façon, on n'en a pas, nous. On est au micro BA et on fait toute notre compta nous-mêmes. Les banques, c'est une bonne question. Après, moi, je ne sais pas de les convaincre forcément. Ce qu'on essaie de faire, nous, en fait, on essaie plus de cibler, nous, les porteurs de projets, en partageant tout ce qu'on fait, entre autres sur les réseaux sociaux. Et on voit que ça fonctionne parce que on reçoit beaucoup de personnes sur notre ferme. On a peu de mal à trouver de la main-d'œuvre pour se faire remplacer, parce que bah, les gens en profitent pour venir se former chez nous quand on les embauche, enfin, des choses comme ça. Et du coup, on mise plus sur les porteurs de projets que sur les organismes qui gravitent autour, quoi. Parce qu'en plus, au-delà de ça, on fait vivre assez peu de personnes avec nos systèmes. Enfin, je ne vais pas dire ça comme ça, mais on fait vivre peu de personnes. Enfin, voilà, on a très peu de conseillers et puis on a très peu d'achats extérieurs, quoi. Si. Est-ce que Marie, tu voulais réagir aussi? Ouais, pourquoi pas. Après, je pense que c'est aussi la force un peu de l'agro-industrie qui a réussi à convaincre tout le monde de produire en masse, d'investir, etc. Et, hum, et du coup, je pense que les mentalités, elles sont difficiles à faire évoluer là-dessus, quoi. T'as quand même le regard, tu vois, du voisinage ou les gros tracteurs, enfin, c'est peut-être un stéréotype, quoi, mais il y a aussi ça dans les villages, dans les discussions que tu peux avoir en ensilage, etc., quoi. Et, euh, et après, comme il dit Martin, ben, ces gens-là, si tu les fais pas vivre, peut-être qu'ils n'ont pas non plus trop. Enfin, on fait pas vivre tous ces gens-là, donc évidemment, ils ont peut-être moins d'intérêt à se pencher sur ces chiffres-là aussi, quoi. Je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on cible aussi les écoles, les lycées, même si tu as beaucoup de jeunes qui sont très intéressés aussi par la mécanisation. Et du coup, dans nos systèmes, la mécanisation, elle est moins là, quoi. Donc, c'est là où je pense que tu arrives moins à les convaincre, ces jeunes-là, quoi. Merci Marie. Et juste pour compléter avec ce que tu disais Thierry, donc pour ce webinaire par exemple, donc, on a fait une communication assez large en invitant notamment des personnes du CER, de la SAFER, de différentes institutions et autres. Et donc je constate aujourd'hui malheureusement qu'on n'a pas ces personnes qui sont présentes sur ce webinaire avec qui on aurait pu du coup échanger. Et donc c'était une occasion aussi de pouvoir créer cet échange-là. Je passe la parole à Cécile. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je suis Cécile Rose Lefebvre de l'Agence de l'eau. Euh, Petite prise de parole juste pour, en tout cas, vous remercier et remercier tout le monde pour la présentation de ces données et également les témoignages apportés. Alors, bien que l'agence étant suivi cet observatoire depuis plusieurs années. Je maîtrise encore pas bien la dimension des indicateurs communiqués, mais ce qui importe, c'est que l'outil, c'est pas forcément, il n'est pas pour nous, il est plutôt pour vous et pour le public agricole, on va dire, et services et autres organismes d'appui. En effet, l'intérêt, c'est de pouvoir faire connaître ces éléments-là. Euh, Effectivement, moi, c'est une question qui revient régulièrement de me dire, mais pourquoi vos systèmes qui sont performants, en fait, et qui, d'un point de vue, et qui nous intéressent, parce que peu impactants aussi sur le plan environnemental, pourquoi ils ne font pas plus recette d'une certaine façon, en fait. Euh, voilà, donc je dirais, je félicite les personnes là qui ont témoigné parce que justement, ils partent sur des projets déjà au stade de leur installation
qui sont assez caractéristiques et qui sont très intéressants. J'ai entendu tout à l'heure Thierry Lemaître qui disait que entre un choix de production de volume ou un choix l'autre voie je dirais, de production, il y a de la perméabilité. De ce que je comprends des fois du témoignage de certains agriculteurs, c'est de dire à un moment donné, il y a des investissements tels qui sont faits que justement entre guillemets un retour en arrière ou une évolution de système vers un système plus pâturant, plus herbagé, c'est finalement pas si simple que ça. Et je me pose toujours la question par rapport à l'agro-industrie, entre guillemets, dans quelle mesure, je dirais, vous, producteurs, vous êtes obligés de produire je dirais, le volume, un certain volume, en fait. Il y a plus de quotas. Dans quelle mesure il y a un contrat réel entre vous et la laiterie à forcément produire un certain volume, en fait. Et est-ce que c'est un élément qui justement empêche éventuellement une évolution vers un système plus, on va dire, extensif et avec un moindre volume de production? Après, il n'y a plus de quotas, mais il y a quand même des références en fait qu'on doit faire à l'année. Par exemple, moi, je sais que justement, quand j'ai repris la ferme avec mon oncle et mon père, ça les embêtait vraiment qu'on ne fasse pas notre référence laitière parce que donc on a une référence qui est autour de 500 000 litres de lait. Et du coup, déjà parce qu'ils avaient racheté, en fait, ils ont acheté de la référence laitière il y a peut-être 7-8 ans, vu qu'ils produisaient trop de lait, en fait, si on produit trop de lait, on a des pénalités. Donc, pour pas avoir de pénalités, ils ont racheté de la référence laitière. Et du coup, là, quand je leur ai dit qu'on allait produire moins de lait, ça les embêtait sur ce plan-là, quoi. Et puis, par exemple, la laiterie, il y a 2 ans, j'ai dû faire que moins de 85% de ma référence laitière. Du coup, ils m'ont envoyé un courrier en me disant que si ça se passait encore 2 autres fois, ils allaient baisser ma référence laitière. Donc moi, ça m'impacte pas parce que c'est pas mon projet, c'est pas mon système, quoi. Mais dans leur esprit, vu qu'ils ont été formatés là-dessus et qu'ils ont acheté de la référence laitière, il y a quand même un système un peu de pas de quota, mais qui est resté, quoi. Martin, est-ce que tu veux ajouter ou compléter? Moi, si je peux un peu compléter dans cette nature-là, dans le réseau, on n'est pas. Martin et Maris ont une démarche qui était de optimiser et le volume, on s'en occupe pas. Dans notre réseau, il y a aussi des gens qui, tout en utilisant des clés de production, souhaitent garder le volume et ça fonctionne, soit augmenter le volume et ça fonctionne, passer au robot et l'herbe, ça fonctionne. Il n'y a pas une voie unique. Et c'est pour ça que je dis que l'outil ne montre pas un exemple type qu'on doit reproduire, mais un chemin de transition. Et ça, c'est accessible à tous. Même des gens qui ont énormément de bâtiments, énormément d'investissements. Et on a aussi des exemples dans le réseau de gens où cet arrêt de course au volume, mais plutôt un exercice d'optimisation tout en gardant un volume, leur a donné du souffle. Un souffle qui, vis-à-vis des banques, vis-à-vis de leurs interlocuteurs, a été salvateur. Même, je dirais, s'ils n'avaient pas choisi ce chemin-là, aller vers l'arrêt. Donc, on n'est pas en train de présenter un chemin unique de transition, on est en train de présenter des outils, des curseurs, des critères qui permettent de changer progressivement de système. Et je voulais juste faire une remarque supplémentaire. Tu as fait, je ne suis pas
Je ne suis pas une experte des critères économiques sur une exploitation agricole. Je citais l'exemple, moi, de quelqu'un du SDE de l'Orne à qui j'avais transmis cet observatoire technico-économique. Et à une réunion avec des agriculteurs, elle leur présente justement parce que protection autour d'un bassin versant, voilà des solutions qui permettent d'avoir des résultats économiques intéressants tout en protégeant la ressource. Le fait qu'elle ne soit pas, comme beaucoup, au fait de ces critères économiques, les professionnels agricoles qui étaient en face d'eux et des élus de la profession l'ont fragilisé dans son argumentaire. Moi, je pense que ceux qui interviennent sur des bassins versants avec des professionnels agricoles devraient s'aguerrir, au moins se sensibiliser à la valeur ajoutée, c'est ça sur vos exploitations. Ne me dites pas, voilà, avoir quelques forces d'argumentaire pour dire volume et valeur ajoutée, ce n'est pas la même chose, messieurs et mesdames. On vous propose un chemin. Et le fait qu'elle se soit mise en fragilité alors qu'elle avait l'outil, moi, ça m'a un peu. J'étais presque embêté. J'aurais dit, mais Thierry, tu aurais dû venir avec moi. Ben, peut-être. Mais est-ce que j'aurais pu rentrer dans la salle? Pas sûr. Mais voilà, je pense qu'il faut. Tous ceux qui travaillent sur les bassins versants, sur la protection de la ressource, doivent s'aguerrir sur les critères qu'ont les professionnels dans leur tête. Et si cette personne avait eu la capacité de tenir, messieurs, mesdames, la valeur ajoutée n'a pas de rapport avec le volume, et je vous en fais la démonstration, sauf qu'elle n'a pas pu tenir la barre, tu vois, parce qu'elle s'est dit, je vais aller dans des considérations technico-économiques que je ne maîtrise pas. Moi, je maîtrise la ressource en eau, les sols, voilà, je maîtrise tout ça, mais comment fonctionne une ferme, elle ne maîtrisait pas. Avoir un exercice de sensibilisation de gens qui interviennent auprès de la profession sur des critères qui sont hypersensibles vis-à-vis de la profession, moi je pense que ça serait peut-être un premier pas, tu vois, vers le défi de la diffusion, le défi d'accompagner le changement. Message entendu. Oui, j'entends et c'est intéressant. Et du coup, au niveau du réseau CIVAM, enfin, au niveau du conventionnement qu'on a avec vous, je sais que vous accompagnez les animateurs qui travaillent sur les territoires en jeu eau potable, notamment sur la thématique transmission-installation, je crois. Et peut-être que vous pourriez aussi être force de proposition pour peut-être faire une formation de base, entre guillemets, Oui. à ces critères un peu d'économie, d'exploitation, et tout en également communiquant les éléments de l'observatoire. Tout en sachant que ces animateurs auxquels on fait référence, j'ai aussi relayé voilà, l'organisation de ce webinaire, je l'aurais relayé. Je crois qu'il y a une animatrice, j'ai dû voir qui était là à un moment donné, peut-être qu'elle l'est encore. Du bassin canet, je crois qu'il y a moins de systèmes d'élevage et herbagé, encore moins dans son secteur, mais voilà. Donc je leur avais relayé, on leur a relayé également l'outil. Mais effectivement, je pense qu'il faut accompagner, il faut une phase d'appropriation qui permet, voilà, davantage de valoriser et de communiquer autour de cet outil. Oui. Oui. Oui, tout à fait. Dans les rencontres qu'on organise avec les animateurs, animatrices des bassins versants, on a un ensemble de thématiques, mais cette thématique technico-économique d'échange directement et d'aller sur une ferme aussi pour comprendre la stratégie qui a pu être mise en place par un éleveur fait partie des objectifs qu'on a aussi dans les thématiques à venir. Ok. Et des demandes qu'on peut avoir aussi de la part des animateurs, animatrices. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Une remarque, on ne travaille pas qu'avec des éleveurs, hein, on travaille sur une zone bordure de camp, sur la grande culture. Et ce système optimisation, regarder volume, valeur ajoutée, cette logique fonctionne aussi. Alors, elle est moins
j'ai l'impression, mais moi je suis pas un pro des grandes cultures, elles demandent sans doute un peu plus de temps et les gains sont sans doute un peu plus lents à obtenir. Mais les CIVAM travaillent aussi avec des systèmes grandes cultures. Mm. Donc, il y a aussi quelque chose à... C'est ce que je disais, cette stratégie s'est appliquée à toutes les productions. Et je pense que cette stratégie est perméable pour toutes les productions. Mais pas avec... là, on en fait un exemple flagrant, hein, sur l'élevage, mais sur les grandes cultures, sur la production avicole, sur les schémas existent aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question un peu, si je, ah, j'ai pris la parole directement. J'ai levé la main et pris la parole en même temps. Du coup, comme on est sur l'Observatoire Grand Ouest, de mémoire, ça couvre aussi la région Bretagne et Pays de Loire peut-être. Et si c'est le cas, du coup, je me disais dans quelle mesure les gens de la Bretagne ou des Pays de Loire s'approprient peut-être davantage ou pas ces outils. Question. Alexine, peut-être que tu peux répondre. Ouais, merci. Ouais, du coup, j'étais en train de faire un mail à Léo et Maxime, je savais pas trop c'était la place, mais je sais que au niveau de la Bretagne, au-delà de l'Observatoire Tech Eco, nous, au national, on propose une formation sur les freins au changement. Et du coup, il y a un partenariat avec les bassins versants bretons qui ont envoyé une très grande partie, ou peut-être la totalité, c'est pas moi qui m'en occupe, mais je sais qu'il y a eu une grande partie des conseillers bassins versants qui sont venus se former sur la formation frein au changement. Donc c'est un autre outil d'accompagnement qui est quand même hyper intéressant. Et du coup, je me disais peut-être que si Léo et Maxime, je ne sais pas si vous êtes formés, mais en tout cas, une piste, ça peut être de faire cette formation-là et de proposer et des journées mixtes, frein au changement, enfin, ou accompagner les freins au changement et le lien avec l'observatoire, du coup, sur les systèmes herbagers. Donc je réponds à moitié à côté, mais je suis en train de faire un mail et en même temps, je me dis, ça se trouve, c'est aussi l'occasion de vous tendre la perche de cette formation-là si vous ne l'avez pas faite, qui est avec Romain, du coup. Et après, au niveau de l'observatoire, les groupes vont aussi organiser des journées portes ouvertes au niveau plutôt scolaire. Alors en Bretagne, c'est plutôt public scolaire, mais je sais que du coup, là, le fait que y ait d'autres territoires comme la Normandie ou les Pays de la Loire qui l'ont fait avec un public plus conseillers et banques, les animateurs et animatrices de Bretagne ont envie d'adapter le format de leur journée porte ouverte plutôt technico-économique scolaire à un public plutôt conseiller et banque. Et en Pays de la Loire, ça a eu lieu l'année dernière. Moi, j'ai pu aller en novembre présenter, je crois que c'était peut-être en 2024 ou 2025, je ne sais plus, mais présenter l'observatoire du coup le matin, c'était en salle au groupe du CIVAM AD 44. Donc, c'était présenter les résultats de l'observatoire. Et l'après-midi, c'était une journée, enfin une après-midi porte ouverte sur une ferme du groupe CIVAM local et orientée avec des présentations des résultats de l'observatoire, les présentations des résultats de la ferme en général, avec présence de conseillers banques, conseillers CER et je crois qu'il y avait aussi des membres de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc c'était un public assez varié, du coup ça a plutôt bien marché. Il y avait même des vétérinaires, je crois, donc c'était assez large, mais du coup c'était quand même des conseillers proches agricoles qui n'étaient pas forcément sensibilisés à ces questions-là et qui sont venus sur la journée porte ouverte. Donc c'était vraiment chouette à ce niveau-là. Voilà. Et après, le COPIL, cette année, se posait la question de... Donc, chaque année, on organise un webinaire de présentation des résultats de l'observatoire, mais plutôt un webinaire interne CIVAM, pour que justement les animateurs, animatrices et puis bah, les paysans et paysannes qui veulent participer puissent s'emparer de l'argumentaire, des chiffres, comment ils sont calculés, un peu la présentation que Léo a pu faire là. Et du coup, le COPIL se posait la question cette année d'essayer d'organiser un COPIL externe, justement pour un public, agence de l'eau, conseiller banque et autres, qu'on pourrait réussir à toucher, que ça pourrait intéresser d'assister à ce genre de webinaire de présentation de résultats. Donc, on va voir si on le fait à l'automne ou pas, ou début d'année prochaine peut-être. Je sais pas. Ah, ça répond à la question? Ok. Moi, je le redis. Ah bon, c'est vrai.
On lève la main, excusez-moi. Je pense que je le redis dans ma présentation de début, le premier défi qu'on a relevé, c'était la capacité d'agriculteurs, d'agricultrices à observer, recenser, capitaliser sur leurs propres chiffres, sur une démarche. Le deuxième défi, ce sera diffuser et accompagner. Je pense que la diffusion seule, sans accompagnement, va atteindre ses limites. Et la diffusion doit être accompagnée. Et vous le savez, tous ceux qui travaillent au sein des réseaux CIVAM, votre profession, c'est l'accompagnement. Si on ne fait que diffuser et qu'on n'accompagne pas, on arrivera à quelque chose de non abouti. Notre profession au CIVAM, nous sommes des accompagnateurs du changement. Et donc, la diffusion seule ne suffit pas. Merci Thierry. Léo, tu voulais... Ouais, c'était juste pour faire le lien avec ce que disait Alexine. En l'occurrence, l'année dernière, donc par rapport à la formation Front au Changement, là, l'année dernière avait eu lieu une formation que, pour le coup, j'ai animée, et on était d'ailleurs allé chez Marie l'après-midi avec des animateurs, animatrices de syndicats d'eau normands, bas normands. Donc, c'est quelque chose qui avait été fait, en l'occurrence, qui était très intéressante, et ça pourrait être potentiellement sur des thématiques techniques comme l'Ops, et ça pourrait être d'autant plus élargi, si possible, avec des conseillers de banque, de comptabilité ou autres, avec le plus grand des plaisirs, puisque c'est aussi eux et elles qui font l'agriculture de demain, donc ça pourrait être intéressant qu'ils s'éprennent de ces résultats-là, euh, à voir au fil du temps, mais en tout cas, voilà, il y avait déjà une chose qui avait été faite l'année dernière, et c'est des sujets que, comme le disait Thierry, qu'il faudrait déjà enfin des livrables, pardon, qu'il faudrait donc montrer au plus grand nombre et aussi accompagner dans ces différentes données qui sont techniques et aussi économiques. Euh, voilà, pour faire un petit point par rapport à ça. Merci Léo. Ce que je vous propose, vu l'heure qu'il est, c'est de conclure depuis ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci Martin et Marie d'avoir participé et d'avoir apporté votre témoignage, qui était vraiment très intéressant. Et puis Léo pour cette présentation et Alexine du coup de nous avoir appuyé dans ce webinaire. Et voilà, j'espère que on pourra renouveler ce genre d'initiative et en espérant avoir plus de monde qui puisse y participer. Donc voilà l'interrogation que j'ai, c'est c'est ce qu'on a dit un peu, comment toucher vraiment les personnes qui seraient intéressantes d'aller toucher. Et on y réfléchit toujours, on va trouver une solution. Mais voilà, c'est un peu notre défi. Euh, S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, et puis on se revoit pour un prochain événement. Super. Merci. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Merci beaucoup Merci à vous. et au revoir. Merci. Merci, Bonne Au journée. revoir. Salut.